temps de sortir la salle. Je reviens, je dis bon, bah, je vais manger un coup. Un peu honte d'habiter ici, c'est un peu ostentatoire, mais bon. Quand tu habites ici, t'as un peu de personnel, quoi. Et les carreaux? Alors, C'est bien le on temps, hein. s'est Ouais, ouais. Moi, j'étais passé ici pour le prix de... En CM2, ouais, pour le prix du premier de la classe. Ouais. Ouais, moi aussi, Gaston on Leclerc. a les deux stars du CM2. J'ai toujours le bouquin chez mes parents, Région de France. Ah, Région de France. Enfin, un côté fille, un côté garçon ou... Ah, mais c'est ce qui va se passer. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Au moins deux. Non, il y a Dorian. Il y a l'interne aussi. Après, il faudrait qu'on discute d'un truc. Tiens, Camille, je sais pas, souvent Camille, Eva et Sophie, chez moi, là. Camille chez Sac, D'accord, ouais. Eva et Laïdi et Sophie Granier. Ouais, donc c'est comme ils le font en visio, je les repère pas tous. Ouais, je sais. Elles ont soulevé un truc, et qu'est-ce qu'on fait aussi? J'ai même fait un mail, on m'avait répondu, je l'avais marqué. Mais on nous a pas dit qu'on avait la matinée. On ne serait pas dans les coups. Ah ouais, ça. On va s'installer. Ah, de gérer les deux. Pas de pas être dans les clous. Parce qu'il n'y a pas de texte. Comment elle s'appelle, la poulette, là, qu'on va endormir, ou le poulet, je sais plus. L'enfant, à 3 ans. Ah, il n'a pas de nom. Oui, mais l'enfant. Bien. Ah, Basile. D'accord. Ouais, c'est toujours un Bien. Avec quelle heure, là? On attend encore un peu. truc un peu cap. Ouais, c'est toujours un peu difficile. Chaque organisation, son équipe, c'est de savoir Non, pas encore. Parce... comment ça va. Oui, mais là, c'est vrai que malheureusement, normalement, on est censé savoir faire. Tous les plus de 3 ans, on est censé savoir faire. Après, vous avez rarement des pièces absolues. Ouais. Donc à partir de là, bon. Non, mais là où c'est embêtant, c'est vrai que si tu as l'urgence, si tu as le code rouge en même temps, voilà. Le truc, c'est de prévoir une organisation. Bah, c'est-à-dire C'est de prévoir une organisation. Je vais me mettre derrière, moi. On met les grands derrière. Ouais, mais bon. Ça, c'est les moins de 3 ans. très joli ici. Faut donner les moyens. Mais pourquoi pas? Bien. On va peut-être finir de s'installer pour démarrer rapidement avec Dorian qui va nous présenter un cas clinique d'un enfant qui va bénéficier, je crois, d'une chirurgie ORL. Oui. À toi. Bonjour, Dorian, interne Anestrea à Marseille. Je vais vous présenter donc le cas d'un enfant de 3 ans, Basile, qui va se faire opérer d'une adénotomie dans 1 semaine et qui est présent en consultation avec ses 2 parents
Comme en seul antécédent notable, on retrouve un eczéma. Il n'y a pas de souci particulier. Bon, la consultation est longue avec des parents qui sont professeurs des écoles et qui vous posent beaucoup de questions. Au bout de 30 minutes de questions, vous arrivez à faire l'examen clinique. Donc Basile, il est un petit peu potelé, 25 kg. Sur le plan respiratoire, il a une rhinite sans fièvre, une auscultation pulmonaire qui est claire. A priori, pas de SAOS, en tout cas cliniquement. L'état général est conservé, il n'y a pas d'autres anomalies qui nous inquiètent particulièrement. Donc, pour conclure, c'est Basile, 3 ans, ASA 1, pas d'anomalie clinique, hormis une rhinite simple qui va se faire opérer dans 1 semaine d'une adénoïdectomie en ambulatoire. Dans votre structure, cette structure, c'est une clinique privée généraliste avec une unité d'ambulatoire pédiatrique sans service d'hospitalisation pédiatrique. Dans cette clinique travaillent 10 anesthésistes, dont 2 qui sont spécialisés en pédiatrie, qui font régulièrement des formations. Et l'organisation de la structure permet la réalisation de la consultation puis de l'anesthésie par le même professionnel. Donc le jour de l'intervention, vous recevez les parents qui sont rassurés de vous voir puisqu'ils vous connaissent déjà. L'état clinique du petit Basile est inchangé. On a toujours cette rhinorrhée claire et une toux, mais un patient qui est apyrétique. Donc vous décidez de l'endormir. Une induction inhalatoire va être marquée par une pose de VVP complexe, du fait qu'il soit un petit peu potelé. On s'y reprend plusieurs fois pour lui finalement réussir à mettre une VVP. Et puis au moment de l'intubation, l'induction, au moment de l'intubation, il y a un laryngospasme qui cède finalement assez facilement avec l'approfondissement de l'anesthésie. Le reste de la prise en charge se passe bien et le petit Basile sort à 4 heures après la fin de l'intervention, après avoir été surveillé en ambulatoire. Donc, nous sommes devant un enfant végète. On est sur une structure privée. On est typiquement dans le cadre de l'exercice de l'anesthésie pédiatrique. C'est la chirurgie la plus fréquente, une des plus fréquentes. Et nos collègues vont inscrire leur exercice dans le cadre des RPP d'anesthésie pédiatrique. Alors, ces RPP, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un frein ? Juste en quelques mots, vous vous rappelez, elles sont publiées en janvier 2023. Elles vont avoir comme objectif de parler de structure, de matériel, de ressources humaines. Et elles vont être publiées comme sont publiées toutes les RPP, c'est-à-dire tranquillement. Et puis 15 jours, 3 semaines après, les alertes arrivent, la DGOS nous appelle, la FHF, la FHP. Attention, attention, tout ce que vous faites, ça va changer franchement la pratique. En fait, ces RPP, ce n'était juste qu'un rappel du SROS de 2004. Il n'y a rien de nouveau. Mais beaucoup d'alertes. Et donc, de façon exceptionnelle pour la SFAR, un moratoire va être mis en place. C'est un moratoire qui est aujourd'hui levé depuis le 1er janvier. Plein de questions vont apparaître, essentiellement sur des enfants de 1 à 3 ans. Et c'est normal parce que lorsqu'on regarde des chiffres PMSI et la chirurgie pour les enfants en 2022, 1 à 3 ans, c'est la tranche d'âge la plus représentée en chirurgie. Beaucoup de questions sur la chirurgie ORL, la chirurgie uro, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, comment je me forme. Et puis moi, j'en fais pas beaucoup de questions sur... moi, j'en fais pas beaucoup dans ma structure et on va regarder un petit peu le nombre d'enfants faits par structure et on voit qu'il y a des structures qui en font régulièrement et d'autres moins souvent. Et comme la chose ne pouvait pas être simple, très rapidement, les praticiens, que ce soit les chirurgiens ou nous, on va mélanger ces RPP qui sont un texte scientifique avec les décrets de chirurgie. Les décrets d'autorisation de chirurgie, ce sont des décrets. C'est un texte de loi qui est fait pour l'autorisation de la chirurgie. Et alors, selon vous, cet enfant, est-ce qu'il appartient à la classe chirurgie pédiatrique ou est-ce qu'il est en dehors de la chirurgie pédiatrique ? Qui dit qu'il est dans la chirurgie pédiatrique ? Alors, en fait, cet enfant, la chirurgie pédiatrique dans le décret, c'est quoi ? C'est l'urologie. Est-ce que c'est de l'urologie ?
Est-ce que c'est du viscéral? Est-ce que c'est du viscéral? C'est pas du viscéral, non. Viscéral, non. Ortho? Non. Gynéco? Non. En fait, la chirurgie pédiatrique, ce sont ses spécialités. L'ORL n'est pas une chirurgie pédiatrique dans le cadre du décret. Donc, les chirurgiens ne sont pas soumis à cette autorisation. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de mélange de genres, beaucoup d'ORL qui vont parler, et globalement, beaucoup de questions vont apparaître. Il est hors de question de mettre en difficulté nos collègues. L'objectif, c'était d'aider. Donc, devant toutes ces questions, le moratoire prend son sens et il faut donner le temps au temps pour que les gens s'organisent, pour que les discussions aient lieu, pour que les questions soient posées et que les amorces de réponse arrivent. On avait beaucoup de questions sur nos mails. C'est compliqué, on s'appelait, c'est pas très, très fluide. La SFAR a mis en place le 3 avril 2024 ce qu'on appelle Avipédia, au moment de la JMT Pédia, mais Avipédia, c'est 6 experts qui vont répondre à vos questions. On essaie de répondre dans les 24-48 heures. On essaie de dire tous la même chose, mais vous savez, 6 personnes différentes, parfois il y a quand même des biais. Mais en général, on répond tous la même chose à vos questions. Et aujourd'hui, cet avis est toujours en cours. Depuis l'ouverture, on a eu 70 questions. Les principales questions, c'est des descriptions de pratiques. J'ai mis en place cette organisation. Est-ce que vous êtes OK? Comment je me forme? Est-ce que j'ai le droit de faire? C'est en général ce type de point qui est abordé. Et ce que l'on voit aujourd'hui, après ces 9 mois de questions, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez mis en place des organisations qui, et je pense, à l'aide de ce texte, ont permis d'ouvrir la discussion avec vos administrations, avec les chirurgiens. Et à la question, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un progrès? Au retour que nous avons, on a l'impression quand même que c'est un vrai progrès. Ensuite, comment je me forme? La formation continue, ça a été une question. On reviendra après sur la formation initiale, mais la formation continue, c'est comment je me forme. On a beaucoup parlé de ces RPP, de la formation en pédiatrie depuis 2023-2024. On en a parlé à la SFAR, dans les congrès en région, on en parle sur les JMT. Mais également, ce qui est nouveau, c'est que les chirurgiens en ont parlé, la CFORL en a parlé, l'Académie de chirurgie en a parlé, l'AFCA en a parlé pour la première fois, la chirurgie ambulatoire en a parlé pour la première fois, et même la NAP est venue vers nous pour écrire un guide sur la chirurgie ambulatoire pédiatrique. Donc, beaucoup de rencontres, beaucoup de questions. Et le CEFAR, avec Pierre Abadejo, a comme projet de lancer à partir de janvier 2026 une formation qui serait certifiante, qui s'appuierait sur les orientations prioritaires de l'ONDPC pour globalement accompagner sa mise en place de DRPP s'il y en a encore besoin, de mettre en place ces formations, accompagner pour le DSR, parce que c'est vrai, on en a parlé rapidement au début, je vous l'ai montré, je ne l'ai pas commenté. Ces décrets de chirurgie, la spécialité, c'est de faire des réseaux, de mettre en place des DSR, de travailler en réseau, en proximité avec nos collègues, ce qu'on aurait dû faire depuis 2004, rien de nouveau, mais on ne l'avait jamais fait. Et globalement, l'ensemble de ces textes a ouvert la discussion entre nous. Et donc, probablement que progrès ou frein, un événement qui entraîne une réflexion professionnelle, qui entraîne des réflexions entre professionnels dans une même région, qui entraîne une discussion entre les chirurgiens, entre les anesthésistes, entre la direction, moi je crois que c'est un progrès, même si au début c'est un changement d'habitude, c'est un progrès. De réorganiser, de questionner nos réorganisations et de les faire évoluer, c'est un progrès. D'en parler de la pédiatrie, de l'anesthésie pédiatrique, on n'en parle pas tout. Au début, on disait, ouais, c'est une niche. C'est quand même une niche très récurrente, on en parle maintenant systématiquement. Donc, c'est un progrès. Et globalement, on a même discuté la mise en place de nos protocoles en cas d'urgence, qui étaient en dehors de ces textes. C'est un progrès aussi. Donc, à la question frein ou progrès, moi, j'aurais tendance de vous dire, c'était un progrès, malgré toutes les difficultés. On a changé nos pratiques, on est sorti de notre zone de confort. Donc, en tout ça, c'est un progrès. Merci. Merci, Karine.
Alors dans CRPP, souvent ce qui revient dans les discussions, dans les inquiétudes, c'est oui, mais le risque médico-légal, comment je vais faire si on me reproche ceci, cela. Et une des grandes inquiétudes, c'est de savoir est-ce qu'on va considérer que je suis compétent ou pas, ça revient souvent, et comment je dois me former si je fais de la pédiatrie. Donc on va voir un petit peu. C'est vrai que dans ces recommandations, la première recommandation, c'est les experts suggèrent que l'anesthésie pédiatrique soit réalisée dans une salle d'intervention disposant de matériel adapté au poids et à l'âge de l'enfant afin d'assurer la sécurité des soins. Et le premier point des commentaires, c'est une équipe de professionnels de l'anesthésie et de santé formés à la réalisation de l'anesthésie pédiatrique. Donc très clairement, c'est un point fondamental dans ces recommandations et c'est bien normal. Alors tout d'abord, la formation initiale, il y en a quelques-uns parmi nous qui ont passé l'âge, mais il y en a aussi quelques-uns qui y sont encore. Pendant l'internat, il y a la nécessité de se former à la pédiatrie. Il y a plein de textes qui sont écrits là-dessus. Évidemment, la maquette des arts et les supports pédagogiques par le Comité national des enseignants d'anesthésie et réanimation. Mais ensuite, le CEPHAR et la SFAR et la DARPEF, dans les recommandations, on fait des recommandations, la SFAR et la DARPEF dans les RPP, et enfin des recommandations européennes. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pas de choses très très claires, mais par contre, les objectifs, ils sont clairs. Les objectifs, c'est anesthésiste non spécialisé en pédiatrie, être capable d'endormir un enfant de plus de 3 ans. Donc quand vous sortez de l'internat, théoriquement, vous êtes censé savoir endormir un enfant de plus de 3 ans, et à peu près quelle que soit la situation, sachant que les situations peuvent être diverses. Donc, si on doit être capable de faire ça, on est obligatoirement passé dans un stage où on fait de la pédiatrie. Ensuite, on peut avoir des objectifs pour des gens qui vont avoir une activité régulière, et peut-être qu'il faut viser des objectifs un petit peu plus élevés, et puis des gens qui vont faire de l'anesthésie spécialisée en pédiatrie, qui vont ne faire que ça. Et à ce moment-là, là, très clairement, c'est même au-delà de l'internat, la formation, elle est souvent post-internat. Alors la formation initiale, c'est des stages, 3 mois minimum pour les recommandations européennes, on va voir un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays, 6 mois plus 1 à 2 mois en soins critiques pédiatriques si on veut avoir une activité régulière en pédiatrie, 1 an si c'est une activité en centre de recours. Et pour les recommandations, donc les différentes recommandations que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est d'avoir des connaissances théoriques, et ça à peu près tout le monde a une formation théorique pendant l'internat, des compétences pratiques, et il est écrit pour la première fois, sur la base des recommandations européennes, peut-être d'avoir pris en charge 10 nourrissons de moins de 1 an, dont au moins 2 nouveau-nés, 20 enfants de 1 à 3 ans et 60 enfants de 3 à 10 ans pour pouvoir se sentir à peu près à l'aise dans les situations où on endort des enfants. Un tout petit mot sur les soins critiques, non pas pour la réanimation pédiatrique, mais dans toutes les recommandations, il est écrit que les médecins doivent être capables de prendre en charge la réanimation cardio-circulatoire de l'enfant. Donc les PALS et le RAMP, réanimation avancée du nouveau-né et de l'enfant, c'est des formations qui existent, qui sont certifiantes et qu'il faut absolument maintenir à jour. En réalité, ce qu'on risque vraiment quand on fait de l'anesthésie pédiatrique, c'est d'avoir des complications graves qu'on doit être capable de prendre en charge. Et on peut se former, c'est des formations qui durent 2 jours, mais où on va mettre à jour ces compétences-là. C'est souvent très très sous-estimé, y compris par les anesthésistes qui font de la pédiatrie. J'en sais quelque chose. Ensuite, si on veut vraiment faire des soins critiques, on a d'autres solutions. L'option réanimation pour les internes qui peuvent faire ça pendant leur internat, l'option réanimation pédiatrique, et puis ensuite, en post-internat, se former en DU de soins critiques pédiatriques. En général, c'est une formation un petit peu plus poussée. Dans les autres pays, il n'y a pas vraiment de choses très très claires. Vous voyez qu'en Allemagne, on dit pour faire de l'anesthésie pédiatrique, il faut avoir fait 50 cas en dessous de 5 ans. Pour la Hongrie, 3 mois de stage. En Serbie, pareil. En Hollande, 3 mois de stage minimum, mais rien n'est très précisé. Il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas précisé. Donc vous voyez, c'est à peu près comme chez nous. Il faut faire un stage, au moins 3 mois, mais il n'y a pas grand-chose de précisé dans les autres pays européens. Et puis la formation continue, on en a déjà dit un mot, et il y a beaucoup de choses qui existent pour se former, parce qu'on se demande toujours, mais comment je peux me former en anesthésie pédiatrique? Bon, en réalité, il y a plein de gens qui font, comme certains font de la prose sans le savoir, ils se forment à l'anesthésie pédiatrique sans le savoir, ne serait-ce qu'en faisant un petit peu de littérature, en participant aux réseaux régionaux, etc. Donc, le très classique, c'est le DIU, mais le DIU, on le fait une fois, peut-être une fois tous les 5, 6 ans, 7 ans, si on fait pas mal de pédiatrie, mais on ne va pas faire le DIU tous les ans, évidemment. Par contre, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. La DARPEF développe de plus en plus de formations courtes, quand on participe à des webinaires, par exemple, qui ont lieu plusieurs fois par an.
quand on lit simplement, quand on fait de la littérature, quand on se tient à jour, et ben on va se former à l'anesthésie pédiatrique. Et puis on peut faire de la formation pratique en simulation. Ça, c'est pas très développé encore, dans certaines villes plus que dans d'autres. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui manque et qu'il faudrait qu'on développe dans le pays. Et vraiment, c'est assez inhomogène sur le territoire. Et puis on peut faire des stages dans les centres spécialisés, souvent associés au DIU, mais pourquoi pas y revenir 1 fois par an, 2 fois par an. C'est aussi des choses qui sont envisageables. Enfin, les congrès de la DARPEF, de l'ASFAR, où il y a toutes les formations GPE, MAPAR, etc. Il y a toujours de la pédiatrie, et si vous décidez de passer un circuit pédiatrique pendant un congrès, vous allez apprendre plein de choses et mettre à jour beaucoup de connaissances. Les réseaux régionaux, on en parlait. Effectivement, ces dispositifs régionaux spécifiques sont écrits chirurgie. Mais en pratique, on a été invité aux réunions, en tout cas chez nous, et ça nous a permis de créer du lien. Et on est aujourd'hui, chez nous, en train de développer ce réseau. Et je crois qu'il y a beaucoup de régions. Alors, il y a des régions où ça existait, où c'était bien développé. Et puis, nous, on est en train de développer ça, de créer du lien. Et on peut faire plein de choses. Évidemment, les conventions sur un plan un petit peu formel. Mais on peut aussi faire des staffs ensemble. On peut participer à des avis spécialisés, organiser des webinaires localement, des stages, mais pourquoi pas aussi que les gens des CHU se déplacent vers les centres pour discuter avec les centres, pour voir les organisations, pour voir le matériel, etc. C'est aussi des choses qui peuvent s'envisager. Bref, il y a plein de choses à mettre en place et qu'on envisage bien de développer dans les années qui viennent. Un tout petit mot, parce qu'il y a aussi des infirmières anesthésistes dans la salle. Elles ont aussi une obligation de formation à la pédiatrie avec une durée minimale obligatoire par spécialité. Vous voyez, en pédiatrie, c'est 4 semaines de formation. Alors, ce n'est pas énorme sur cette base-là, mais on sait qu'il est écrit dans les textes qu'il faut qu'elles soient capables de faire de l'information, de communiquer correctement avec le patient tout au long de sa prise en charge, et en particulier en pédiatrie, en salle de naissance, en réanimation. Donc, il y a une vraie exigence de cette formation. Et puis on parle souvent d'adaptation à l'emploi, surtout là on fait beaucoup de pédiatrie, si on n'a pas trop d'expérience, ben oui, sans doute qu'il faut un petit moment pour se mettre un peu au courant de ce qui se passe. Et puis il reste la problématique de la formation continue qui n'est pas bien claire encore pour cette profession. En conclusion, la formation initiale doit permettre que tous les professionnels de santé de l'anesthésie aient des compétences en pédiatrie, vraiment pour les enfants de plus de 3 ans. On doit savoir faire ça quand on travaille dans n'importe quel centre où on peut recevoir des enfants. La formation continue est indispensable pour les médecins qui endorment des enfants occasionnellement, peut-être encore plus que pour ceux qui le font quotidiennement. De nombreux moyens pour entretenir ces compétences, vous l'avez vu, des développements des réseaux régionaux qui vont quand même aider à ça. Et puis l'entretien des compétences à la réanimation de l'enfant, vraiment, c'est un point qu'on sous-estime, je pense, beaucoup, et qui peut donner un petit peu de sécurité dans sa pratique. Je vous remercie. Bonjour à tous. On va revenir à des préoccupations très pragmatiques. Alors, comment on prévient le laryngospasme? Alors d'abord, il faut bien savoir que le laryngospasme, c'est la première cause d'arrêt cardiaque périopératoire chez l'enfant. Son incidence chez l'enfant sain, c'est entre 2 et 4%, et c'est multiplié par 2 chez l'enfant enrhumé, par exemple. Alors, la première chose, avant l'anesthésie, c'est d'évaluer le risque. Donc, les risques, ils peuvent être liés à l'enfant, les terrains, je vous ai dit, l'enfant enrhumé, en fait, tout ce qui est associé à une hyperréactivité des voies aériennes supérieures, l'infection virale, mais aussi les pathologies chroniques de type asthme ou encore bronchodysplasie. Le risque est augmenté également par certaines chirurgies. L'ORL est au premier rang des chirurgies à risque. Et puis, en termes de contrôle des voies aériennes, eh bien, la littérature a montré que lorsqu'on utilisait une sonde d'intubation orotrachéale, il y avait plus de laryngospasme que quand on utilisait un masque laryngé. Alors, c'est avant l'intubation et après l'intubation, évidemment, parce que quand la sonde est en place, vous ne risquez pas grand-chose. Bref, dans tous les cas, en fait, une prémédication, par exemple, avec des aérosols, avec un aérosol de salbutamol, est tout à fait la bienvenue et largement conseillée. Alors, pendant l'anesthésie, finalement, à quoi il va falloir faire attention? On va y revenir, mais il va surtout falloir gérer la profondeur d'anesthésie en fonction de la stimulation. Donc, en gros, les circonstances de survenue, c'est dors pas assez à l'induction, c'est très simple, et dors trop au réveil. Parce que quand même, il faut savoir que des laryngospasmes, il y en a 40 à 50% qui vont survenir au réveil.
Alors, est-ce qu'il y a une anesthésie qui permet de diminuer, de prévenir le laryngospasme? Alors là, vous avez différents éléments qui vont rentrer finalement dans votre choix d'anesthésie. En gros, c'est sévoflurane versus propofol, évidemment. La rapidité de contrôle des voies aériennes, évidemment, c'est plutôt en faveur du propofol. La relaxation des cordes vocales, là aussi, c'est en faveur du propofol. Ça a été bien montré. Par contre, la relaxation de l'arbre trachéobronchique, c'est en faveur du sévoflurane. La baisse de la pression artérielle, ça c'est pareil. En fait, les deux agents sont de puissants inhibiteurs sympathiques et induisent une baisse de la pression artérielle dose dépendante. Si vous choisissez de faire une intubation sans curare, là, ce sera le sévoflurane qui a l'avantage parce que lorsque vous utilisez du propofol, on recommande d'utiliser des curares avec cette drogue. Depuis quelque temps, finalement, il y a un certain nombre d'études qui sont apparues dans la littérature qui montrent que chez le sujet, chez l'enfant à risque respiratoire majoré, eh bien, il est préférable d'utiliser le propofol, de faire une induction au propofol comparé au sévoflurane. Il y a moins de complications respiratoires et c'est ce qui, d'ailleurs, a fait écrire à Andrew Davidson un édito tout à fait pragmatique, c'est qu'il faut privilégier l'induction au propofol chez l'enfant à risque respiratoire, ce d'autant que le médecin anesthésiste est peu expérimenté en anesthésie pédiatrique. Et ça, c'est retrouvé dans un certain nombre d'études. Pourquoi ? Parce que simplement, ça vous permet d'avoir un contrôle rapide des voies aériennes. De toute façon, en pratique, le choix, finalement, c'est la co-induction dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire l'association du sévoflurane et du propofol. Donc, finalement, vous ajoutez les avantages de chacun des deux produits. Alors, si on revient à la réalisation de l'intervention, normalement, il y a une bande-son. Bref, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surtout regarder, voilà, vous l'entendez ? Et écoutez l'enfant. Pourquoi ? Parce que les premiers signes, vous l'écoutez, les premiers signes de laryngospasme, eh bien, c'est l'apparition d'un léger balancement thoraco-abdominal qui va se majorer si on ne fait rien. Et par ailleurs, c'est l'apparition aussi d'un bruit inspiratoire, comme vous l'avez entendu. Évidemment, il faut éviter les stimulations douloureuses précoces, ça tout le monde le sait. Et puis, il faut évaluer cliniquement, parce que vous n'avez que ça finalement, la profondeur de l'anesthésie avant stimulation pour l'intubation et même pour l'extubation. Donc, qu'est-ce que vous avez comme critères cliniques ? Vous avez la perte de la ventilation spontanée, bon, ok, mais vous avez les pupilles. Et le centrage des pupilles, vous le voyez ici, quand vous endormez votre enfant, il vous regarde droit dans les yeux, il a les pupilles centrées. Au moment de la perte du réflexe ciliaire, si vous avez la curiosité de soulever les paupières, vous allez voir que les pupilles, elles tournent. Et elles tournent parce qu'il y a une inhibition progressive des nerfs oculomoteurs. Et quand tous les nerfs sont inhibés, eh bien les pupilles se centrent et ça signe l'inhibition du tronc cérébral. C'est le moment où l'enfant est intubable. Et ce qui est magique, c'est que dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire que vous avez au réveil la même chose, la valse des pupilles, et au moment où il va ouvrir les yeux, évidemment, il aura les pupilles centrées, et à ce moment-là, vous avez un tronc cérébral qui va pouvoir réagir, et vous pouvez extuber votre enfant. Donc, l'évaluation clinique, évidemment, vous pouvez aussi utiliser des curares, parce que ça prévient aussi le spasme. Alors, voilà une vidéo d'un larynx de jeune enfant que vous voyez ici, et vous voyez délicatement poser une goutte d'eau, et vous voyez ce que c'est qu'un laryngospasme. Et c'est intéressant parce que vous voyez que ce n'est pas seulement une fermeture des cordes vocales, c'est une contraction globale du larynx avec les bandes ventriculaires et les aryténoïdes. Et donc le mouvement salvateur dans ce cas-là, eh bien, c'est la subluxation mandibulaire ou le jaw thrust, avec une pression positive en 100% d'oxygène, bien évidemment. Et c'est ce qui va être fait là. Et vous voyez qu'avec cette manipulation, mécaniquement, vous arrivez à écarter les aryténoïdes et à rétablir un minimum de filière aérienne qui permet d'oxygéner l'enfant. Et si ce n'est pas suffisant, évidemment, il y a deux solutions. Soit vous avez une voie veineuse, bon, et là, c'est quand même assez simple. Vous pouvez approfondir l'anesthésie avec un bolus de propofol, voire même, si ce n'est pas suffisant et si l'enfant commence à bradycarder, de l'atropine et de la succinylcholine.
Et puis, par contre, si vous n'avez pas de voie veineuse, là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez intérêt à bien faire la subluxation mandibulaire. Et alors, il y a toujours présenté la possibilité du réveil, bien sûr, mais ça dépendra du moment où vous en êtes dans votre induction, bien entendu. Et puis, vous avez la ressource de la succinylcholine qui peut être injectée, en général, en intramusculaire, parce qu'intra-osseuse, il faut aller chercher, etc., on n'a pas le temps. Mais intramusculaire, et moi, je vous conseille la langue, ça marche très, très bien. La langue. Et puis, vous n'oublierez pas que quand vous êtes à gérer ce laryngospasme, n'oubliez pas que vous allez potentiellement être gêné par l'insufflation gastrique, puisque vous allez forcer la ventilation, et l'air, au lieu de passer il va passer où la résistance est moindre, il va aller dans l'estomac. Et chez le jeune enfant, l'inflation gastrique gêne énormément la course diaphragmatique. Donc, il faudra prendre le temps, à un moment donné, d'aspirer l'estomac. Alors, bon, vous avez géré votre laryngospasme. Maintenant, il faut quand même aussi anticiper la complication du laryngospasme. Alors, il y a 2 types de complications. Écoutez bien. Ça, c'est la dyspnée inspiratoire. Et la dyspnée inspiratoire, dans ce contexte, soit il refait un laryngospasme au réveil, ce qui est tout à fait possible, soit il a un œdème sous-glottique parce que vous vous êtes un peu acharné et c'est traumatique. Et dans ces cas-là, vous avez le traitement d'inscrit. Ça repose sur les aérosols, adrénaline en premier lieu, et puis l'adjonction de corticoïdes. Et puis il y a l'autre version, écoutez. Ça, c'est la dyspnée expiratoire. Et alors, la dyspnée expiratoire dans ce contexte, ça s'associe à des épisodes de désaturation. Vous avez des sibilants. Et puis, quand vous faites une radio de thorax, vous voyez qu'il y a un œdème pulmonaire. C'est l'œdème à vacuo lié à la pression négative qui a été développée dans les efforts inspiratoires. Et c'est quand même 3% des laryngospasmes. C'est fréquent relativement. C'est pas rare, disons, chez l'enfant. Le traitement, là encore, il est simple. C'est la PIP, l'application d'une pression positive et le diurétique. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, bon, on évalue le risque, vous avez bien compris, c'est assez simple. Il faut anticiper l'anesthésie en fonction de son expérience, et ça, c'est fondamental, évidemment. Par ailleurs, il faut observer l'enfant et pas le scope. C'est l'enfant qu'il faut regarder, c'est le thorax de l'enfant, c'est pas le monitorage. Il faut l'endormir profondément, vous avez bien compris. Et puis, surtout, il faut savoir gérer le laryngospasme, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir appris. Et il faut l'avoir appris soit quand vous avez fait de la pédiatrie avec des gens qui savent gérer, soit vous faites des simulations. Et de toute façon, si vous faites de l'anesthésie pédiatrique, il faut connaître par cœur l'aide cognitive, laryngospasme en pédiatrie. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut anticiper aussi les complications qui peuvent être particulièrement gênantes. Voilà, merci. Mathilde, maintenant, va vous parler de l'anxiété. L'anxiété, non pas la vôtre, que vous avez développée sur cette séance, mais on va parler de l'anxiété des enfants. On va revenir plus souple. Oui, vous allez voir, on va parler aussi de l'anxiété des parents. Donc ici, on va essayer de baisser l'anxiété après ce beau topo sur le laryngospasme. Donc effectivement, l'anxiété, pourquoi on en parle ? Et c'est très important, parce que vous le savez tous, c'est intuitif, la majorité des enfants que vous endormez, en fait, ils sont anxieux. Au moins entre 50 et 75%. Et en fait, cette anxiété a des conséquences qui sont non négligeables et qui sont d'ailleurs souvent méconnues, notamment en salle de réveil. Si l'enfant est anxieux en préinduction ou en tout cas à la période préopératoire, ses scores de douleur vont être plus élevés. Il va y avoir une augmentation de la consommation des antalgiques. Et puis, il va y avoir l'augmentation de l'agitation au réveil. Vous savez, ce fameux délirium où les enfants sont intenables. C'est compliqué pour les soignants, c'est compliqué pour les parents et pour les enfants. Et puis, il faut aussi savoir que ça augmente ce qu'on appelle les troubles du comportement post-opératoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'évalue pas bien, à tort d'ailleurs, puisque c'est des enfants. Les parents décrivent après une anesthésie un petit peu agitée, des enfants en fait qui régressent entre guillemets, c'est-à-dire qui ont des troubles du sommeil, des angoisses de séparation, c'est compliqué, ils sont colériques, etc. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines après la chirurgie. Donc il va falloir les traiter
les évaluer. Pourquoi aussi? Parce que sinon, on peut rentrer dans un cercle vicieux, notamment les enfants qui sont multi-opérés, multi-hospitalisés, c'est-à-dire qu'une première expérience négative, si Basile il doit être éventuellement réopéré de quelque chose, peut-être de ses amygdales un peu plus tard, eh bien, il va avoir une mauvaise expérience si on ne prévient pas, si on ne traite pas l'anxiété. La littérature a montré, notamment avec l'équipe de Kane là aux États-Unis depuis des années, qu'il y a des facteurs de risque. Et ces études vont nous aider justement à les évaluer et puis à les sélectionner dès la consultation d'anesthésien. Vous voyez qu'il y a des âges, les âges préscolaires, donc petit Basile, il est en plein dedans. Il ne faut pas oublier nos adolescents, c'est des grands enfants mais qui sont extrêmement anxieux. Et puis, bien sûr, les parents, Frédéric va nous en parler, et aussi cette fameuse incapacité de l'enfant à gérer une situation de stress. Et à l'âge de 3 ans, ça peut être très compliqué. Donc ces enfants, il va falloir les identifier, et ça dès la consultation. Et donc finalement, après, qu'est-ce qu'on a à notre portée de main pour prévenir, et en tout cas éventuellement traiter cette anxiété, parce que c'est à la fois prévenir et traiter. Vous connaissez tous, il y a les prémédications, ce qu'on appelle pharmacologiques ou médicamenteuses. Il y a 3 grandes familles de médicaments. Les benzos que vous utilisez peut-être encore. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent l'hypnovel en systématique. Ok, dans les experts, non. Il y en a. Donc ça, c'est vieux. Malheureusement, il y a quand même des effets secondaires. Notamment, il y a un risque d'échec et c'est assez important avec cet effet paradoxal. Donc on a envie de les sédater, ces enfants. Et en fait, ils ont un effet paradoxal. Ils sont à fond dans le lit et c'est après très compliqué à les endormir. Il y a un problème sur la mémoire implicite et explicite. Ça joue sur la mémoire implicite, explicite mais pas implicite, c'est-à-dire que les enfants gardent quand même un mauvais souvenir. Donc probablement, aujourd'hui, en 2025, c'est peut-être la moins bonne molécule pour traiter cette anxiété. Il faut probablement, à mon sens, l'oublier. Nous, on a arrêté de prémédiquer les enfants au midazolam. Donc on a la Tarax, mais c'est encore 1 heure avant. Mélatonine-kétamine, il y a un petit peu de littérature dessus. Mais je crois que vraiment aujourd'hui, la famille médicamenteuse, c'est les alpha. Les alpha-2 agonistes, qui sont le catapressin ou la Dex. Pourquoi? Parce que déjà, ça agit sur l'anxiété, mais aussi les études en pédiatrie ont montré que ça permettait de diminuer la consommation d'antalgiques en post-opératoire. Donc on agit également sur tout ce qui est l'analgésie. Donc là, il y a beaucoup de littérature. Il y a des méta-analyses qui sortent. Le problème, c'est l'hétérogénéité de la population, des interventions. Donc c'est un peu compliqué pour conclure, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il faut privilégier une molécule, c'est plutôt les alpha-2. Alors après, il y a la prémédication non pharmacologique, non médicamenteuse. J'ai mis enfants et parents. Je crois que Fred est assez d'accord, surtout les parents, les 2 profs de Basile. Ça peut être, à mon avis, une piste d'orientation. Il faut savoir l'utiliser, et ce, tout au long du parcours. Parce qu'on pense de la prémédication en consultation ou juste à l'arrivée à l'hôpital. Mais en fait, ça va dépendre du parcours, de l'étape de l'enfant. C'est-à-dire, en consultation, on va les screener, on va l'évaluer, puis on va proposer un traitement adapté. Donc, on va aussi informer et communiquer, alors comme on l'a vu avec les parents, mais il ne faut pas oublier l'enfant, et notamment Basile, peut-être qu'on va lui montrer le petit masque, les BD. Donc, ça, c'est à chaque établissement de s'organiser. Lors de l'arrivée à l'hospitalisation, peut-être qu'on n'avait pas prévu de prémédication, et finalement, on va se dire, peut-être que celui-là, il va falloir le prémédiquer, à la fois sur le plan pharmacologique et non pharmacologique, comme on va pouvoir le voir. Et puis déjà, dans le sas du bloc, ce n'est pas la même chose qu'à l'arrivée à l'hôpital. Souvent, il y a un pic d'anxiété à l'arrivée dans le sas du bloc, parce que c'est là où il va y avoir une séparation avec les parents si vous laissez les parents en dehors du bloc opératoire, avec le départ du bloc, mais aussi à l'induction. L'induction, pareil, il y a un autre pic. Lorsque les enfants vont voir tous les schtroumpfs déguisés en bleu avec le masque, etc., arriver, il va y avoir un pic d'anxiété qu'il va falloir gérer avec un traitement adapté. Et puis également en salle de réveil, et ça aussi on va pouvoir voir ça avec Frédéric, notamment sur la présence des parents. Et là vous avez un panel de moyens, et c'est pour ça que quand on lit la littérature, les méta-analyses nous disent il faut probablement utiliser, mais en fait c'est tellement hétérogène avec tellement de moyens que vous pouvez avoir à disposition. En tout cas, il faut le faire venir à pied, l'enfant, ou avec son caddie ou sur le dos des soignants, ça marche très bien. Il faut les faire venir avec leur pyjama, avec leurs jouets. Il faut qu'ils aient en tout cas un rôle actif dans la prise en charge. Il faut essayer de ne pas trop les sortir de leur monde qu'ils connaissent. Donc Basile, ça va peut-être les écrans, ça va être Pas de patrouille. Alors je vous conseille de réviser tous vos dessins animés, avec toutes les chansons, il faut les savoir. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir s'adapter à l'âge de l'enfant et aussi à votre organisation. D'accord, ça c'est important. Malheureusement, tout ça, il y a des limites. Il y a l'échec, que ce soit avec la prémédication pharmacologique ou la prémédication non pharmacologique.
Il faut de l'argent quand il faut acheter le casque de réalité virtuelle, les jouets, etc. Il faut du matériel adapté. Nous, on va de 0 à 18 ans, donc il faut le petit caddie pour un enfant de 14 ans, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut avoir du matériel. Peut-être que certains l'aiment bien, mais on va voir. Et puis il faut surtout un investissement de l'équipe. Et ça, c'est parfois compliqué de l'avoir déjà, d'initier tous ces moyens pour mieux accueillir l'enfant, mais aussi pour que ça perdure dans le temps. Parce que même chez nous, par exemple, on voit de temps en temps une petite baisse d'investissement, et puis il faut à chaque fois remettre les choses dans le bon sens. Et probablement le plus dur, peut-être vous qui faites de l'activité mixte, c'est justement dans les établissements mixtes. Là, les photos, c'est du bloc. Chez nous, c'est facile, on fait que de la pédiatrie, donc c'est avec que du matériel adapté à la pédiatrie, mais peut-être que tous les adultes ne sont pas enchantés d'entendre la Reine des Neiges dans le sas du bloc, mais quoique je pense que certains d'entre vous ont essayé de mettre les petits masques de dessin animé là, hier soir à l'hôtel, donc tout adulte est aussi content d'avoir un petit peu de distraction. Donc il faut se poser la question, qui va-t-on prémédicamenter, faire une prémédication pharmacologique? Il faut réfléchir, surtout pas en systématique, il faut adapter, il faut surtout personnaliser, probablement les plus anxieux, peut-être avec les parents les plus anxieux. Les adolescents, il ne faut pas les oublier, ceux qui ont des troubles du comportement, les grands autistes, ça il faut prémédiquer. Ça, la littérature a montré que le catapressant là était vraiment une aide pour la prise en charge. Et par rapport à la prémédication non pharmacologique, il faut essayer en systématique avec ce que vous avez. Et surtout, en fait, le message clé, c'est qu'il va falloir personnaliser en fonction de l'âge de l'enfant, des parents, de votre établissement, de comment vous êtes organisé. Et puis, il faut aussi personnaliser à chaque étape du parcours. C'est vraiment un parcours périopératoire et surtout en fonction de votre organisation locale. Il y a aussi un article, on a parlé de votre anxiété. Donc, il y a aussi la gestion du stress des soignants, c'est important. Et finalement, le message, c'est mettez-vous à la hauteur des enfants, essayez de redevenir ou de rester un enfant et vous allez voir, ça va marcher. Et vraiment, de plus en plus, on a moins d'induction à l'étouffer avec les pleurs des enfants qui va stresser bien sûr l'enfant, mais aussi les soignants, d'autant plus si on n'a pas l'habitude de faire de la pédiatrie. Je vous remercie pour votre écoute. Super. Les enfants, Frédéric Lacroix, les parents. Alors faire du vélo aux parents, non, ça ne va pas le faire. Oh, pourquoi pas. Bon, Basile, vous avez compris, c'est un petit clin d'œil pour le 26 mai 93. Comment je gère les parents? Ouais. Alors, ils ne sont pas tous MGEN, mais ceux-là, ils sont particuliers. Comme vous l'a montré, vous l'avez, la ref de 26 mai 93? Vous regarderez le fond d'écran de ma montre et vous comprendrez. C'est la petite étoile jaune en haut du... À Paris, ils ne connaissent pas. À Paris, ils ne connaissent pas, non. Donc l'anxiété parentale. L'anxiété parentale, on peut jouer dessus. C'est difficile de jouer sur l'anxiété de l'enfant, surtout en si peu de temps, mais on peut jouer sur l'anxiété parentale. Alors mon topo, il va être très pratique, peu étayé par la littérature parce qu'on n'a pas le temps. J'ai mis la pression sur Dorian pour qu'il fasse le topo du cas clinique en 3 minutes, et moi je ne voudrais pas trop dépasser. Le moment capital, vous le savez, c'est la consultation d'anesthésie. Il faut que ça se passe dans un moment confortable pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants. On peut avoir des jeux dans la consultation d'anesthésie. Là, normalement, j'aurais dû mettre mon nez de clown pour la mise en scène, mais je ne le retrouve plus. Ce matin, je l'ai perdu. Donc, moi, perso, quand je fais les consultations, je suis dans un endroit où on fait du mixte, enfants-adultes. Et donc, le cas clinique, c'était notre institution. Et donc, vous avez vu, on est 2 anesthésistes qui font la pédiatrie. Et moi, j'ai la particularité double d'être à près de 2 mètres de haut et d'avoir un nez rouge quand je consulte. Et mon nez rouge, il est là tout le temps. Et je me suis aperçu que ça marche sur l'enfant, mais l'enfant, il ne comprend pas forcément, mais ça marche aussi sur l'adulte. Et les parents, ils changent de tête. Ils changent de tête, ils ont l'impression que ça dédramatise d'un coup. Si vous avez un nez rouge, c'est pas mal. Bon, après, il faut assumer derrière aussi. Il faut mettre l'enfant au centre de la consultation. Moi, une consultation d'anesthésie pédiatrique, je parle à l'enfant. Je sais que les parents écoutent, et l'enfant, il écoute aussi, même si on a l'impression qu'il ne le fait pas. Il faut être le plus précis
surtout quand vous avez des MGEN qui sont en face de vous, le plus précis et le plus court possible sur tout le déroulement du parcours. Avec l'habitude, on arrive à savoir et on arrive à détecter les questions potentielles, parce que sinon, ça vous plombe la consulte et vous passez 1h30 avec 2 parents anxieux et un enfant asin comme Basile, où finalement, la consulte, c'est fait pour rassurer, quoi. Dans la consulte, je présente Max. Je suis toujours avec Max, le masque, et je le montre à l'enfant. Je lui dis, ben voilà, c'est ton nouveau meilleur ami, il s'appelle Max le masque. On n'est pas assez riche pour donner le masque à l'enfant, mais dans certaines structures, c'est ce qui est fait. Le masque, il revient après ou il ne revient pas. Il peut revenir décoré avec des gommettes fait par l'enfant, ça serait pas mal. On répond aux questions de façon le plus brève et le plus concis. Normalement, si vous avez bien fait votre boulot, ben les questions, il n'y en a plus, puisque vous avez tout fait, vous avez tout répondu. Et vous essayez dans votre organisation d'ambulatoire pédiatrique qui répondent à ce que vous a dit Karine tout à l'heure, le côté, le progrès des recommandations des RPP pédiatriques, vous essayez de vous organiser pour que celui qui fasse la consulte soit celui qui endorme l'enfant. C'est un triptyque. Il faut essayer d'être au milieu et essayer de ne pas avoir de penchant d'un côté ou de l'autre au niveau des parents. Le jour J, quand les parents et l'enfant voient le grand machin avec le nez rouge, même s'il n'est plus de la même couleur, grand machin, pas le nez rouge, ils me reconnaissent et on a une anxiété parentale qui diminue. Alors, quid des parents présents à l'induction ou au réveil, ou les deux? Moi, je viens de l'école de Jean Camboulive, mon maître à la Timone Enfant, qui, lui, avait pris pour habitude de prendre la maman par la main et de la mettre dans la salle, et c'est la mère qui tenait le masque. Elle était volontaire ou pas, parce qu'elle l'avait, c'est pas Géraldine, elle l'avait tout de suite. Le masque, il était là, elle n'était pas préparée. C'est pas forcément une bonne chose. Ça peut, mais parfois c'est pas une bonne chose pour les parents. Hein. L'enfant, il s'en fout, mais les parents, ils s'en foutent pas. Que le parent soit là à l'induction, vous savez comment ça marche, une induction à l'enfant. On a le masque qui est plaqué, parfois ça bouge un peu, ça peut bouger beaucoup. Si les parents ne sont pas au courant, ils ont l'impression qu'on les touche. Ça, c'est pas bon non plus. En salle de réveil, c'est peut-être une bonne solution, quoique il faut que l'architecture de votre bloc soit faite pour. Il faut un vestiaire, il faut que les parents puissent se changer, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les prendre en charge. C'est compliqué. Il faut donner un rôle actif à tout le monde, mais c'est compliqué de mettre des parents dans une structure où on n'avait pas l'habitude de le faire, surtout dans une structure mixte où on fait peu d'enfants et beaucoup d'adultes. Les soignants, et on n'en parle pas assez, les soignants, il faut vraiment les former, certes, à votre pédiatrie, mais aussi, si vous décidez de mettre les parents dans leurs pattes, à comment on gère un parent en salle de réveil. Ça dépend donc, comme je vous ai dit, de... Ah ben oui, mais ça, je viens de le dire. Alors, pour conclure, parce qu'il fallait faire vite, quand vous savez bien, anesthésie pédiatrique, c'est enfin, la prise en charge pédiatrique, c'est on prend en charge l'enfant et l'adulte et les parents. Il faut savoir répondre aux angoisses parentales. Comme je vous ai dit, je pense que le plus simple, c'est d'avoir déjà préparé en amont la consulte et d'exposer déjà toutes les questions. Mais ça, il faut avoir un peu de recul, être empathique. Mais le coup du nez rouge, je pense que c'est de l'empathie extrême. Savoir s'adapter aux parents. Alors, il y a peut-être une solution, c'est de regarder leur mutuelle. Si c'est MGEN, vous savez que vous allez passer du temps. S'adapter à votre structure, et vous pouvez aussi vous aider avec des sites dédiés. Il y a des côtés parents, côté soignants, à la fois sur l'ASFAR, la DARPEF. Pensez à Sparadrap. Sparadrap, à l'époque, quand moi j'ai commencé, ça c'était payant. Maintenant, c'est en vente libre, en version numérique. Et sur le nouveau recueil, enfin le nouveau questionnaire de Beauregard là, sur l'enfant, j'ai fait mettre le QR code qui fait le raccourci direct sur Sparadrap. C'est une bonne aide pour les parents parce qu'il y a plein de formulaires et il y a aussi un forum questions-réponses. Et ça, c'est pas mal. Alors, c'est un peu vieillissant, mais ils se mettent de plus en plus à faire des mises à jour. Quelque chose qu'il faut savoir respecter, c'est la charte de l'enfant hospitalisé. Mais ça, on ne peut pas y revenir. Et la dernière chose, vous avez vu passer de façon tout à l'heure très rapide une diapositive, mais ça, il faut venir. Parce que là, on va parler de l'usine à bébé et on va parler du bébé après.
C'est bon, j'ai été bon, Estelle, ça va? Parfait. Rapidement. Rapidement. Est-ce que vous avez des questions sur cette session? Est-ce que ça pose... Ouais. Non. Non, et même dans les études, mais bon, il y avait un résultat qui était un petit peu étonnant, c'est l'hypnovel montrait qu'il y avait plus de laryngospasme. Mais non. Yes, le breton, c'est ça? Sauf la prémédication au salbutamol, hein. Mais ça reste une prémédication, mais il ne faut pas l'oublier. Non. Ah, je ne sais pas s'il y en a encore qui font en intrarectal. Après, la biodisponibilité en intrarectal de tous les médicaments, c'est compliqué. On ne sait pas ce que ça donne. C'est un geste peut-être qu'on peut éviter maintenant. On en a fait beaucoup, mais peut-être qu'on peut l'éviter. Et surtout qu'on a d'autres moyens, en fait. Moi, j'ai une question sur l'airway. Le chirurgien qui met 2 minutes pour enlever ses végétations. Vous l'intubez? C'est ça ma question. La réponse, elle est là. Vous avez lu les recommandations sur le contrôle des voies aériennes de 2019. Bon. Oui, je sais, ça pose des soucis parce que ça remet les pratiques, un certain nombre de pratiques, ça modifie du moins plutôt un certain nombre de pratiques, y compris anesthésiques, puisqu'il faut aller jusqu'à l'intubation, etc. Il y a la gestion de l'intubation, la gestion donc de l'extubation. Effectivement, mais si à l'heure actuelle vous avez un accident avec des végétations non intubées, ça va être difficile à défendre. Ça, voilà. Est-ce qu'il existe des formations pour le personnel de bloc pour la chirurgie pédiatrique? Oui, normalement c'est dans les centres. Des formations pratiques. Alors, ce qui se fait, c'est des stages déjà dans les centres où on fait de la pédiatrie. Ça, c'est des choses qui peuvent avec lesquelles on peut assez facilement s'organiser. Par contre, il y a des centres où il y a des gens qui font des formations à l'anesthésie pédiatrique en formation courte sur quelques jours avec de la simulation. Ça existe. Pas partout, mais ça existe. 2 petites questions, remarques. La première, vous dites, Isabelle Constant, faut l'intuber. Et il y a une diapo qui montrait moins de laryngospasme avec masque laryngé. Deuxième chose, vous dites, vous aurez du mal à le défendre. On oublie que les sociétés savantes, elles n'ont pas de délégation pour faire des décrets de loi. On l'a vu avec la chirurgie pédiatrique. Néanmoins, les juges se basent sur les recommandations. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu un gros remaniement ces dernières années. Parce que c'est quand même les sociétés savantes qui sont au tribunal. Oui, absolument. Mais c'est bien ce que je dis d'ailleurs. C'est-à-dire que, compte tenu qu'il y a eu des recommandations, effectivement, l'expert, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir si c'est cohérent avec les recommandations qui sont des recommandations d'experts, qui ne sont pas gradées, etc., mais qui existent quand même. Bonjour. Au sujet du laryngospasme, est-ce qu'il faut renseigner les parents, informer les parents quand il y a eu laryngospasme ou pas? Oui. S'il est très sévère, avec des complications bien sûr, mais le petit laryngospasme habituel, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on n'est pas tous d'accord. Non, mais... Moi, je pense que c'est pas mal de les informer, parce qu'en plus, quand on les informe, on va les revoir et on leur dit, mais est-ce que par hasard, il n'avait pas une petite rhinite, ou est-ce qu'il n'avait pas un petit contexte viral? Et souvent, les parents vous disent, ah bah oui, c'est vrai, en fait, machin. Donc, vous avez une petite explication. Et puis, moi, personnellement, je considère qu'il faut les informer. Évidemment, ça dépend beaucoup si ça a modifié votre conduite anesthésique. Si vous avez juste eu à luxer, à optimiser, voilà, sans désaturation, sans conséquence, si votre conduite anesthésique n'a pas été modifiée, vous n'êtes pas non plus obligé. Mais bon, après, ça dépend des relations, ça dépend de plein de choses. Mais si c'est un laryngospasme qui vous a gêné avec désaturation, je pense qu'il faut leur dire, mais il faut leur dire que vous l'avez résolu sans difficulté, et puis voilà. Après, je peux juste revenir sur la question sur l'intubation. Alors, j'en profite qu'on parle de la pédiatrie pour savoir quid de l'utilisation du protoxyde d'azote en pédiatrie. Alors, vous pouvez l'utiliser.
Alors, je sais que tout le monde... Alors, ça dépend beaucoup déjà de votre structure. C'est-à-dire, soit vous avez une structure qui a encore des circuits de protoxyde d'azote, mais ils vont diminuer, ils vont disparaître tous les uns après les autres. Et si vous voulez continuer à utiliser du protoxyde d'azote, parce que le protoxyde d'azote, ce n'est pas un gaz neutre, c'est un gaz qui présente quand même... alors moi, je fais partie des gens qui l'utilisent encore. C'est un gaz qui présente certains avantages qu'il faut intégrer dans son anesthésie en tout cas. Et dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser avec des bouteilles. La pharmacie de votre établissement vous procure des bouteilles. C'est un peu compliqué, il faut le bon manomètre, il faut toute une gestion de ces bouteilles, mais c'est encore possible. Voilà. Il n'y a pas de recommandation en ce qui concerne l'anesthésie pédiatrique dans l'utilisation du protoxyde d'azote. Et juste parce qu'après, là, on a tous faim et l'écho gastrique de notre estomac est vide. Pour répondre à l'intubation sur la végétation, la littérature chirurgicale montre quand même qu'il y a moins de récidives lorsqu'on fait des végétations avec une intubation, parce que comme ça, le chirurgien peut vérifier s'il y a un résidu ou pas. Deuxième chose, c'est sur l'analgésie quand même, parce que les végétations non intubées, on les gratte, j'en ai fait, hein, on les gratte, ils sont réveillés puisqu'ils ont récupéré le réflexe de déglutition. Donc en termes d'analgésie, je pense qu'on peut se poser des questions. Voilà. Après, c'est un avis d'expert. Donc chacun peut amener son argumentation en fonction de sa pratique. Mais voilà, il y a deux choses, plus de récidive et l'analgésie, je pense que quand ils ne sont pas intubés, il n'y en a pas. Allez, on lève la séance. Et bon on appétit. Continuera pour manger. Là, on appelle la prochaine session. On ne mange pas de suite. Sinon, les Marseillais ne vont pas être d'accord. Donc d'abord, prochaine session. Je crois que c'est l'échographie. J'ai toujours faim, moi. Ouais, voilà, c'est l'heure, mais non. De toute façon, je t'emmerde toujours à l'heure du repas. Je t'ai envoyé un gentil message. Avec le sachet. Ok, tu commences par le cacao. Oui. Le décor. Comment ça fonctionne Ça, tu avances. Ouais. Ça, tu prends la salle. Donc, ouais, je crois qu'il est en 3 bouts. Tu as la première partie et après tu appuies. C'est pas moi qui... Un, deux. Ça va ? Allez, on va démarrer tout de suite la session prothèse totale du genou avec facteur de risque cardiovasculaire. On est déjà en retard avec la présentation du cas clinique par Jade. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jade, je suis interne d'anesthésie et réanimation à Marseille. Donc je vais introduire cette présentation avec un cas clinique. Pour ce cas clinique, vous êtes en consultation d'anesthésie avec Monsieur D. C'est un patient âgé de 81 ans qui vient pour une consultation pour une chirurgie programmée pour une prothèse totale de genou droit. Au niveau de son mode de vie, c'est un monsieur qui a un bon état général, mais du fait de son impotence fonctionnelle, il a quand même un périmètre de marche assez limité et il ne sort pas trop de chez lui, mais il ne se dit pas essoufflé pour le peu d'efforts qu'il fait. Au niveau de ses antécédents, c'est un patient assez classique de chirurgie orthopédique qui présente un surpoids, une hypertension, un diabète, tabagique sevré, également un patient qui a une cardiopathie ischémique stentée et une notion de cancer du rein pour lequel il a été opéré. Je vous laisse prendre connaissance de ces traitements. Globalement, c'est les traitements de l'insuffisance cardiaque, du diabète avec notamment de la metformine et du dapagliflozine et des traitements antihypertenseurs. Vous faites un examen clinique, vous prenez ses constantes, il a une tension qui est limite haute, il est normocarde et il a une saturation à 97% en air ambiant. Vous complétez votre examen avec un bilan biologique. On retrouve chez ce patient une anémie à 18 avec une insuffisance rénale aiguë. On fait un bilan cardiologique également avec un ECG qui montre surtout des séquelles de nécrose avec des ondes Q dans les dérivations V1 et V3 et une échographie récente, il y a un mois, qui montrait une FEVG altérée à 45% avec une IM minime. Donc vous êtes face à ce patient qui a quand même beaucoup de comorbidités et vous êtes également face à un patient qui s'interroge sur les risques quant au fait d'arrêter ses médicaments à visée de protection cardiaque et également un patient qui est assez anxieux et qui donc vous pose des questions sur le contrôle de l'analgésie, sachant qu'il dit ne pas supporter la morphine. Je laisse la parole au professeur Felaï pour la suite de la présentation. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc j'ai 5 minutes pour répondre à cette question. Donc on va faire concis. En 2011, tout va bien.
la SFAR et la Société française de cardiologie publient des recommandations conjointes en langue française qui, des années après, ont toujours, à mon avis, 3 atouts majeurs. Un, elles prennent en compte les spécificités de notre système de soins, c'est-à-dire une consultation d'anesthésie obligatoire et systématique, ce qui n'est absolument pas le cas, vous le savez, outre-Atlantique. 2, elles résultent d'un agrément entre nos 2 disciplines. Donc, a priori, on est censé parler le même langage et donc s'entendre. Et 3, elles proposent un algorithme simplifié, c'est important et vous le connaissez, vous l'avez probablement utilisé, pour donc gérer la stratification du risque cardiaque. 2018, donc 7 ans plus tard, suite à la journée monothématique de la SFAR sur la prise en charge du patient à risque cardiaque et plus spécifiquement du coronarien, on publie cette revue générale, un groupe d'experts émanant encore une fois de nos 2 disciplines. Et grosso modo, le message est: les recommandations sont toujours valides, toujours en vigueur et doivent être utilisées dans la vie courante comme le moyen probablement le plus consensuel et le plus simple de gérer et de stratifier le risque cardiaque. 2022, c'est là que les choses donc se compliquent un peu, puisque donc les recommandations européennes de l'ESC sortent, font couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, encore aujourd'hui, avec des propositions qui posent question et qui sont, pour un certain nombre d'entre elles, en rupture avec ce à quoi on était habitué et ce que l'on faisait depuis un certain nombre d'années, de manière, encore une fois, assez consensuelle. Et le problème, c'est qu'elles ont été endorsées en l'état par les AIC. Donc, avec 2 experts seulement anesthésistes, au milieu d'une foule d'experts cardiologues, donc c'est quand même difficile de faire entendre sa voix, on peut les comprendre. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas et puis les mettre sous le tapis. L'année suivante, les AIC, qui étaient quand même émus par ces recommandations européennes 2022, réunit un groupe d'experts dont j'ai fait partie, et sur la problématique spécifique des biomarqueurs cardiaques, mais c'est une problématique importante parce qu'on connaît l'engouement des praticiens pour les dosages de biomarqueurs, on a repris toute la littérature existante. Je peux vous dire que c'était un travail colossal parce qu'il y a des centaines d'articles, elle est foisonnante cette littérature, pour voir si objectivement, et en essayant de se poser des questions aussi un peu pragmatiques, notamment est-ce que si je considère un dosage préopératoire de troponine, de BNP, est-ce que ça va changer la façon dont je vais prendre en charge le patient au cours de la période périopératoire? Et il est clair que les recommandations qu'on peut faire à ce sujet-là sont des recommandations, mais je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure, qui sont extrêmement faibles, avec des niveaux de preuve qui quasiment n'existent pas, voire pas de recommandations du tout, en dehors de la recherche clinique, bien entendu. Et puis, ce mois-ci, donc ça c'est tout frais, les AIC donc, publient une actualisation des recommandations européennes, donc c'est dans le numéro de janvier de l'European Journal, vous pouvez le regarder, et ça n'est pas toujours en phase avec les recommandations de 2022. Et donc, comment on peut se sortir de ce maquis des recommandations qui sont parfois contradictoires, et puis à chaque fois, il faut avaler les textes. À chaque fois, il y a un paquet de pages avec un paquet de recommandations. Eh bien, l'année dernière, on a donc publié pour la SFAR cette mise au point en français où on a essayé de faire une synthèse qui soit à la fois raisonnable et pragmatique sur la façon dont on peut appréhender cette problématique, qui est une problématique assez complexe en fait. Et les 6 règles, les voilà, et on pourra en discuter donc tout à l'heure si vous avez des questions. 1. Vous pouvez continuer à utiliser le score de Lee pour évaluer le risque lié au patient. C'est simple, c'est objectif, c'est robuste, ça a été validé, revalidé. Il y a plusieurs types de scores de Lee qui sont utilisables, j'ai envie de dire presque peu importe. 2. L'évaluation du risque chirurgical, vous pouvez utiliser l'actualisation du tableau qui a été proposé par les recommandations 2022. Il a le mérite d'exister, ce tableau. Le problème, c'est qu'il n'est pas exhaustif, qu'il y a pas mal de libellés qui ne figurent pas. Et quand on ne trouve pas le libellé de la procédure qui est proposée au malade, on n'a que 2 options. Soit on extrapole à partir de quelque chose d'approchant, avec un risque de surévaluation ou de sous-évaluation, soit le plus souvent, on ne code pas.
3, vous évaluez la capacité fonctionnelle. Alors là aussi, c'est un vaste sujet, donc je vais très très vite. L'auto-évaluation par le patient via la réponse à cette question simple, êtes-vous capable de grimper 2 volets de marche sans être essoufflé, qui est quelque chose qui a été beaucoup critiqué, qui n'est absolument pas corrélé avec les tests fonctionnels lorsqu'on les réalise, mais qui prédit de manière forte et indépendante la survenue de complications cardiaques graves, peut être utilisée. Et elle est dans les recommandations. Pour faire un petit peu plus compliqué, mais un peu plus précis, vous pouvez utiliser le questionnaire de Duke, notamment dans sa version française, qu'on a publié récemment, ça me fera plaisir en plus. 4e, évaluer la fragilité du patient. Alors il y a quelques années, on n'en parlait pas, maintenant on ne parle que de ça. C'est probablement légitime, plus facile à dire qu'à faire, parce que ça pose beaucoup de problèmes organisationnels au niveau du fonctionnement de l'anesthésie, de la collaboration avec les équipes mobiles de gériatrie ou que sais-je. Mais c'est une recommandation qui a pris encore du galon sur les recommandations ESAIC 2025, puisque c'est devenu une recommandation forte. 5e, utiliser l'écho préopératoire avec modération. Que ça soit fait par des cardiologues au laboratoire d'écho, ou par un anesthésiste formé dans le cadre de l'écho, vous savez, Pocus-Focus, là. On n'a aucune preuve que faire ça améliore le pronostic des patients opérés à risque. Mais on en reparlera si vous voulez. Et puis enfin, sur les biomarqueurs cardiaques, il faut avoir une approche qui soit quand même, je pense, encore aujourd'hui très restrictive et fondée sur une base vraiment individuelle, en ayant bien en tête la notion quand même de cercle vertueux de l'utilisation des biomarqueurs cardiaques. Je vous remercie. Et j'invite Hélène Belleuil à nous parler des techniques d'anesthésie pour ce patient. Merci beaucoup. Donc, on revient sur le cas. Et donc, moi, on m'a posé la question de savoir, pour ce patient, qu'est-ce qu'on fait? Une ALR, une OFA ou une AG dite standard? Alors, ça ne va pas être simple de répondre en 4 minutes. Donc les objectifs, vu le cas clinique qu'on nous a proposé, pour moi, les objectifs, c'est qu'il faut une hémodynamique stable, une élimination rapide des médicaments, et puis on nous a dit que le patient a dit « je ne supporte pas trop la morphine », donc on voudrait essayer de pouvoir lui proposer une analgésie post-op avec peu ou pas de morphinique. Alors, si on veut faire une ALR, je me suis renseignée, parce que je ne suis pas experte, ne me posez pas de questions sur le sujet. On peut effectivement faire une PTG sur quadribloc. Il y a des gens qui le font. Il faut du temps parce qu'il faut faire 4 blocs. Il faut un patient qui soit coopérant et il faut savoir le faire. Et moi, je ne sais pas le faire. Donc, ne me posez pas de questions. L'autre possibilité, c'est de faire une rachie, effectivement. Et là, pour le coup, je proposerais plutôt une rachie continue si on veut avoir une hémodynamique stable chez ce patient-là. Mais qu'on ait une rachie qui dure suffisamment longtemps pour faire notre PTG. Donc, une rachie, c'est envisageable. Moi, je ne ferais pas une rachie single shot. Si j'envisageais de faire une rachie, je ferais plutôt une rachie continue. La question qui se pose plutôt, en tout cas dans mon domaine d'expertise pour le coup, c'est plutôt savoir si on fait de l'OFA ou une AG standard. Alors, si on veut faire une OFA, plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par OFA? Pour quel bénéfice on pourrait faire une OFA chez ce patient et avec quel risque? Quelle OFA? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, si vous regardez la littérature, aujourd'hui, il y a plein d'acronymes. OFA, OSA, OLA, OLALA, il y en a plein, et qui ne veulent pas dire la même chose. Vous pouvez avoir des opioïdes low anesthesia, c'est-à-dire qu'on fait juste digamate sulfenta. Vous avez des OFA purs où on ne fait aucun morphinique. Et vous avez toute une variante sur le spectre de l'OFA. Donc déjà, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, pour quel bénéfice? Alors imaginons qu'on décide de faire une OFA et on ne fait pas du tout de morphinique. Pour quel bénéfice? Là, on a dit que notre patient, en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'il consomme pas, qu'il n'ait pas besoin de morphinique en post-opératoire. Il n'y a aucune donnée dans la littérature sur l'OFA qui dit qu'un patient qui n'a pas eu de morphinique en péropératoire n'en aura pas besoin en post-opératoire. Ça n'existe, voilà, ça n'est pas démontré. C'est une sorte de croyance, mais ça n'est pas démontré. Il y a effectivement certains patients qui ont eu une OFA qui ne consommeront pas de morphinique en post-opératoire, mais pour le moment, on ne sait même pas lesquels. On n'a pas défini de profil. Donc, faire une OFA ne vous garantit pas que votre patient n'aura pas besoin d'opiacés en post-opératoire. Alors, je vous montre un tout petit peu de littérature sur le sujet, les trucs les plus récents, et en plus, c'est toutes des études françaises très bien faites. Et là, c'était des PTH sous-âgés. Et donc, ils ont fait, voilà, les petits acronymes, ils sont là. Ils ont fait de l'OFA
la vraie OFA sans opiacés avec de la dexméthylbromidine versus OLA, donc opioïde low anesthesia, c'est-à-dire qu'il y avait une petite dose de sulfentanyl. Après, tout autour, vous voyez, il y avait une anesthésie multimodale. Ce qu'ils ont montré, hein, et c'est ce qu'il y a de plus en plus dans la littérature, c'est que tant sur les doses de morphine, oui, j'ai un point, les doses de morphine ici à 24 heures, que les niveaux de douleur, si vous faites sans opiacés versus pas beaucoup d'opiacés, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de bénéfice pour le patient. Et c'est clairement ce qu'il y a dans la littérature sur l'OFA aujourd'hui, c'est que les études qui ont montré des résultats très intéressants, c'est des études dans lesquelles le groupe contrôle était un groupe que vous ne feriez jamais parce que ça n'est pas éthique. C'est des groupes où il y a des caisses de morphinique et rien d'autre. Puis personne ne fait ça aujourd'hui et certainement pas sur une PTG. Donc, et si vous mettez un groupe contrôle qui ressemble plus à la réalité, et ben là, dans les études, il n'y a plus de bénéfices pour les patients. Donc aujourd'hui, si on veut parler de l'OFA, on en est là. Les seuls bénéfices démontrés, c'est une meilleure récupération, il n'y a que 2 études quand même, hein, et la réduction significative des nausées et vomissements. Sur le reste, pour le moment, il n'y a rien. Et notamment sur la consommation de morphine, pour ce qui nous intéresse sur ce monsieur. Les risques, donc 2 mots, les risques, vous le savez, hein, si on fait de l'OFA, les risques, c'est la bradycardie et l'hypotension à cause des alpha-2 agonistes. C'est des risques qu'on peut maîtriser, évidemment, on est anesthésiste, mais qu'il faut connaître, et peut-être que chez ce patient, on n'a pas envie de se mettre dans cette situation. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait faire standard ? Comme je n'ai pas le temps de développer, je vais être obligée d'être subjectif, donc moi, c'est ce que je ferais standard. Je ferais une AG avec une ALR. Évidemment, on fait une PTG, il est évident qu'on va faire une ALR, faire un bloc. Et la question qui se pose, c'est plutôt pour moi, c'est de savoir est-ce qu'on fait de l'évoque, pourquoi pas. Si on veut une hémodynamique stable, eh bien, je pense qu'il y a un intérêt à faire de l'évoque. Comme monitorage, on va mettre à ce patient, c'est un autre débat, mais probablement il va falloir mettre un bis, parce que pour pouvoir lui mettre une anesthésie appropriée, etc., etc. Donc, je vous donne mon avis totalement subjectif, et moi, je ne fais pas d'orthopédie. Si je faisais ce patient, je ferais une AG standard avec une ALR. Merci Hélène. C'est Lionel qui va prendre la suite sur le bilan martial et Hélène va nous quitter parce qu'elle a un train et qu'on est déjà en retard. Merci beaucoup. Donc, on va s'intéresser à la préparation de l'opéré. On a vu, il a 80 ans, il arrive à 10 grammes d'hémoglobine, il a un antécédent de cancer. Bref, il a plein de facteurs de risque d'avoir une carence martiale sur cette anémie. Quand on regarde dans la littérature sur la carence martiale, on s'aperçoit en particulier en chirurgie orthopédique qu'on a une prépondérance de patients qui arrivent parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont eu une maladie au préalable avec derrière une carence martiale. Alors bien sûr, en gynécologie, c'est encore plus élevé. Donc ce patient, il va avoir une chirurgie qui va être à haut risque hémorragique et on sait que l'anémie préopératoire, c'est un facteur majeur de complications post-opératoires. C'est également la transfusion, un facteur majeur derrière de complications, de mortalité. Donc si on peut essayer d'éviter la transfusion à ce patient coronarien, ça serait bien. Alors comment essayer d'éviter ça ? En essayant de préparer le patient. Et pour préparer le patient, il faut préparer le parcours. Et si vous arrivez à la consultation d'anesthésie et que vous n'avez rien, le patient ne sera pas préparé dans les temps. Donc ça veut dire qu'il faut travailler en concertation avec l'orthopédiste qui va le faire saigner pour que le bilan soit délivré dès la consultation chirurgicale. Et comme ça, à la consultation d'anesthésie, on a au moins une ferritine et un coefficient de saturation de la transférine, en plus de la MFS et d'un VGM, pour voir si oui ou non, avec l'algorithme qui est classique, sur le fait de dire ou non s'il y a une carence martiale. Et donc, sur une carence martiale, si on a une ferritine inférieure à 30, il est clair qu'on a une carence martiale qui est absolue. Si elle est entre 30 et 100, on peut avoir des réserves basses, et au-dessous de 100, il n'y a pas de nécessité, en sachant qu'il faut faire attention sur le fait que dès qu'on a une inflammation en cours, ce qui ne semble pas trop être le cas de ce patient-là, malheureusement, la ferritine, elle n'est plus utilisable, elle n'est plus corrélée avec la carence martiale. Il y a de nombreux papiers qui montrent qu'il n'y a plus du tout de lien entre la ferritine et cette réserve. Ok, très bien. On va essayer de voir pour lui donner du fer. Alors il y a 2 types de fer, soit le fer Péros, soit le fer IV. Autant vous dire que si vous partez sur du fer Péros, bon déjà ça va être mal toléré, il n'y a que 10% du fer absorbé dans ce que vous allez lui apporter. Et donc si vous lui allez porter 1 gramme de fer, il va falloir 100 jours.
Alors, moi, je n'ai pas souvent 100 jours, et de toute façon, le délai de la validité de la consultation d'anesthésie, elle est plus valable. Donc, en pratique, on va plutôt partir sur des fers intraveineux. Alors, ces fers intraveineux, soit avec le vénofer, soit avec le fer inject, je vous ai quand même mis le prix, 8 € les 100 mg, 28 € les 100 mg, en sachant que vous pouvez faire de l'hospitalisation de jour parce que l'administration doit être obligatoirement soit en hospitalisation de jour, soit en HAD, mais qu'il y a un forfait et que ce forfait avoisine presque le coût du fer. C'est un vrai problème. Il n'y a aucune différence entre ces deux fers en termes de tolérance. Ça, c'est important, et en termes d'efficacité. En revanche, il y a une énorme problématique qui est qu'il y a 2% de choc anaphylactique, et c'est pour ça que ça doit être administré en milieu hospitalier. Et vous avez dû tous recevoir, là, dans la semaine qui est en cours, des grandes affiches pour nous rappeler qu'en fait, il y a deux fers et que ces deux fers ne sont pas substituables. Il y en a un où on fait 1 gramme, et on peut le faire en 15 minutes. Et il y en a un, en fait, c'est 300 mg par semaine, et il faut l'administrer en 90 minutes. Un, c'est une injection, l'autre, ça sera 3 injections échelonnées par semaine. OK, très bien. Mais vous avez vu, il y en a un qui est beaucoup, beaucoup plus cher que l'autre. Malheureusement, si on s'arrête là, notre patient, il ne sera pas optimisé pour la chirurgie. Parce que si on ne fait que du fer en préopératoire sur quelqu'un qui a 10 grammes, il est montré dans plusieurs études qu'en orthopédie, au mieux, on va le monter d'1 gramme. Or, il faut, si on veut éviter de le transfuser, l'amener à 13-14 grammes. Et vous voyez dans cette étude, énorme étude, 450 patients, il y a une différence d'hémoglobine, mais elle est très limite sur le préopératoire. Il n'y a aucune différence dans le péropératoire. En revanche, on voit qu'ils récupèrent mieux de leur anémie post-opératoire. Donc il n'y a pas de différence transfusionnelle. Parce que c'est très on-off, la différence transfusionnelle. Il est clair qu'il y a des patients qui auront échappé à la transfusion, mais que malheureusement, on n'arrive pas à le mettre en évidence. Si vous avez un patient qui a 10 grammes d'hémoglobine et que vous voulez l'optimiser, il faut obligatoirement faire de l'EPO avant, pour la ramener à 13-14 grammes d'hémoglobine. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous le faites avec du fer oral, ça c'est un bon modèle parce qu'en fait, ils le font avec du fer oral, mais il n'y avait pas assez de délai par rapport à la chirurgie. Vous voyez qu'avec du fer IV, quand vous faites du fer IV, vous avez un vrai gain en termes d'hémoglobine par rapport au fer oral. Donc vous avez différents protocoles, on pourra en rediscuter, d'administration, en fonction du seuil d'hémoglobine de PO préopératoire. Et donc, là, le PO plus fer, ça, pour le coup, ça marche et ça limite les besoins transfusionnels. Mais attention, on va avoir un coût médicamenteux qui va être de 1 500 € avant une chirurgie. Après, il faut voir le coût de la transfusion. Et il faut savoir également que le fer injectable n'est remboursé qu'à 65%. Donc, il faut participer avec les mutuelles. Donc, ça veut dire, dès la consultation d'anesthésie, on va avoir cette administration de fer et de PO. Et n'oubliez pas que s'il a 10 grammes d'hémoglobine, ce n'est pas normal et qu'il faut l'envoyer vers une consultation spécialisée. Parce que ce n'est pas normal d'avoir 10 grammes d'hémoglobine. Et en particulier, il faut voir avec les gastro. Encore un autre exemple. S'il arrive et que vous ne l'avez pas fait du fer et que vous lui faites du fer, le jour de l'intervention, dans cette étude, c'était de la fracture, d'accord ? Aucune différence si vous lui faites du fer ou du placebo. Alors, vous allez essayer d'imiter le saignement en faisant de l'hexacil. Aucune différence si vous faites de l'hexacil ou pas d'hexacil dans cette étude également. En revanche, si vous combinez les deux stratégies, faire de l'hexacil et mettre du fer, là, il y avait un gain très significatif, bien plus important que si vous avez fait une des deux thérapeutiques seule. Donc ça veut dire qu'en péropératoire, il est clair qu'il faut limiter le saignement avec de l'hexacil. Et si le post-opératoire, il y a eu des pertes sanguines, vous savez que 2/3 des réserves de fer sont dans l'hémoglobine et que 1 gramme perdu d'hémoglobine, c'est 200 à 400 mg de fer. On peut calculer la dose, mais grosso modo, s'il a déjà eu du fer en préopératoire, on fait une dose de rattrapage sur une chirurgie hémorragique de 500 mg. Et s'il n'en avait pas du tout eu, on fait une dose de 1 gramme. On est en milieu hospitalier. Honnêtement, ça ne sert à rien de faire du fer inject. Il vaut mieux faire du vénofer. On a le temps pour ça.
et il n'y aura pas de problème. En revanche, avec le pharyngecte, on va avoir un vrai risque d'hypophosphatémie. Et vous voyez qu'il faut du temps, hein, magnifique, 250 donneurs de sang. On regarde les patients qui avaient un déficit avec une ferritine basse. Vous voyez qu'en donnant du fer, on arrive à restaurer, mais vous voyez le nombre de jours quand même qu'il faut. Voilà, donc ce n'est pas un effet immédiat, mais en tout cas, si on veut faire du PBM, il faut combiner les deux. Pardon, j'en ai raté une. En post-opératoire, il y a moins de transfusion également si on a eu une chirurgie hémorragique. Et donc de donner du fer en post-opératoire après une chirurgie hémorragique permet de diminuer les durées de séjour, diminuer la fatigue également. Donc c'est un parcours, c'est une coopération entre le chirurgien et l'anesthésiste. Ça s'anticipe. Il faut au moins 4 semaines avant une chirurgie réglée, sinon ça ne sert à rien. En tout cas, vous n'aurez pas une préparation optimale. Une semaine avant, pour le coup, vraiment, c'est inutile. Et si on en fait, il faut avoir un vrai parcours pour épargner la masse sanguine. Merci beaucoup. Merci Lionel. C'est David Lagier maintenant de Marseille qui va nous parler des IEC, des arrêts 2 et de leur interruption en périopératoire. Bonjour à toutes et à tous. Si je ne prends pas la main, ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la gestion des traitements périopératoires. C'est une question qui est absolument essentielle. Donc d'une part, pour probablement le pronostic de nos patients et aussi sur le plan organisationnel. Vous avez tous été confrontés à ce patient qui a oublié d'arrêter ou à qui on a oublié de dire d'arrêter un traitement et qui, donc par la contrainte notamment des recommandations, va devoir être annulé ou déplacé. C'est toujours des situations qui sont un peu délicates à gérer. Donc on va se concentrer sur les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone et voir notamment à la lumière des dernières données cliniques ce que l'on peut en dire. Donc on l'a dit ce matin, la pression artérielle intraopératoire, c'est une variable qui est absolument déterminante. On le sait maintenant, c'est bien prouvé notamment par l'essai français INPRESS qui a mis en évidence qu'une gestion, on va dire, millimétrée de la pression artérielle, notamment par l'utilisation de la noradrénaline diluée pendant l'anesthésie générale, permettait d'améliorer le pronostic des patients. Cela a été traduit dans les dernières recommandations de la SFAR, avec des cutoffs, comme vous pouvez le voir, qui sont assez précis chez les patients hypertendus, avec une tolérance de 90% de la PAM habituelle, celle mesurée en consultation ou en service de chirurgie, et puis de privilégier un agoniste du système sympathique lors de l'anesthésie. Alors faire de la physiopathologie très simple, la pression artérielle est en très grande majorité régulée par le système nerveux autonome et le système nerveux sympathique. Alors l'inconvénient, c'est que les drogues d'anesthésie générale et ou les procédures loco-régionales peuvent ou vont inhiber cette régulation sympathique. Et donc finalement, il va nous rester d'autres systèmes neurohormonaux. Et donc parmi ceux-ci, il y a le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est absolument essentiel par l'activité antidiurétique de l'aldostérone et par l'effet vasoconstricteur, veineux et artériel, de l'angiotensine. C'est un système aussi qui est en mesure d'activer le système vasopressine, qui est une autre hormone qui va aussi avoir un effet bénéfique sur la pression artérielle. Alors il y a des arguments pour et contre, évidemment, la poursuite ou l'arrêt des inhibiteurs du SRAA. Donc en faveur de l'arrêt, évidemment, c'est de prévenir l'hypotension, on l'a compris. Ça sera forcément efficace à ce niveau-là. En conséquence, prévenir les complications cardiovasculaires en post-opératoire. L'insuffisance rénale aiguë, vous savez qu'il y a cette action très spécifique des IEC sur l'artériole afférente du néphron. Et donc, on sait que c'est des médicaments qui peuvent favoriser l'insuffisance rénale aiguë. Et alors, il y a des données. Donc, il y a notamment une grande cohorte rétrospective qui mettait plutôt en avant l'efficacité de l'arrêt. Et puis des guidelines qui, jusqu'à aujourd'hui, disent d'arrêter quand même, notamment quand ce traitement est induit pour une hypertension artérielle. En faveur de l'arrêt, c'est marrant, c'est l'inverse. Si on continue les IEC, on a moins d'hypertension artérielle. Et il y a aussi des preuves cliniques qui disent que avoir une systolique qui monte à 18 en pré-op, c'est pas bon, ou en post-op, c'est pas bon. Et puis il y a ces patients qui ont des insuffisances d'organes cardiaques, rénales, chroniques, bien équilibrées grâce aux IEC. On se dit si on arrête, ils vont se déstabiliser et décompenser en périopératoire.
Et là aussi, il y a quelques essais qui vont en faveur de cette approche-là. Alors grâce à une grande étude française, nous en savons beaucoup plus sur la question donc des IEC et des ARA2. Cette étude, elle s'appelle Stop or Not. Elle a été coordonnée par Mathieu Legrand et publiée cette année dans le JAMA. Elle a comparé 2222 patients issus de 40 CHU français ou hôpitaux français. Un bras en arrêté 3 jours avant l'intervention. D'accord. Donc il y avait 48 heures vraies d'arrêt des IEC ARA2. Et un bras où on continuait la veille, le matin du bloc, on continuait en post-op ces médicaments-là. Il n'y a aucune différence entre les deux stratégies, d'accord, sur les complications et ou la mortalité post-opératoire, ces complications cardiaques, rénales, respiratoires, neurologiques, si pas de bêtises, qui étaient inclus dans cet essai. Donc pour être un peu plus dans le détail, cet essai incluait principalement de la population hypertendue, donc ce n'était pas de l'IEC sur de l'insuffisance cardiaque. La chirurgie, donc c'était plus de 2 heures, il y avait du DIGI, du thoracique, un peu de tout, de la chirurgie à risque. Donc, pour être vraiment très précis sur cet essai, c'est un essai de supériorité initialement, qui vise à prouver que la poursuite était meilleure que l'arrêt. Donc finalement, ça reste quand même un essai négatif. Et dans le bras où on continuait les IEC, on avait plus d'hypotension, avec voilà, une différence en moyenne de 3 minutes en plus. Donc pour conclure, il semble notamment grâce à l'essai Stop or Not que la poursuite des IEC et des ARA2 est sûre. Il y a quand même 2000 patients qui ont été inclus sans aucune différence. La poursuite est probablement recommandée, c'est déjà le cas, chez l'insuffisant cardiaque stable. Et donc finalement, l'accumulation de ces données cliniques nous incite de plus en plus à aller vers la personnalisation de la gestion périopératoire des traitements. Et il n'y aura plus des recos binaires, certainement à l'avenir, poursuite ou arrêt selon tel ou tel type de classe, pour tous les patients âgés, ALR, quels qu'ils soient. Donc cela va nécessiter probablement une réactualisation des recommandations, et je vous invite grandement également à réaliser des protocoles de service, peut-être par type de chirurgie, parce qu'il y aura toujours des patients chez qui il faudra plutôt arrêter et d'autres chez qui il faudra plutôt poursuivre. Voilà. Et les recommandations actuelles, si vous voulez les respecter, elles sont indiquées ici. Ouais, je vous remercie. Merci David. Et on termine avec Frédéric Le Sachet pour l'admission J0. Bonjour, je vais essayer de vous convaincre en quelques minutes que l'admission J0, c'est le marqueur de qualité de la médecine préopératoire et que c'est vraiment le marqueur de tout ce qui a été dit, de toute la préhabilitation, de toute l'évaluation en consultation, et que si vous n'obtenez pas cette admission J0 de façon quasi systématique, c'est qu'il y a probablement des choses à travailler au niveau du protocole médical. Et on va essayer de lever les freins ensemble. Alors, en préparant cette présentation, je me suis intéressé au grand stade de football et j'ai appris que vous aviez le vélodrome et que pour venir au vélodrome, il y avait 2 possibilités. Soit on attendait 3 jours sur une chaise, hospitalisation dite conventionnelle, la veille, 14h le dimanche, ou on allait en loge VIP. Et la SFAR a tranché. C'est la loge VIP qui est recommandée, avec des patients qui doivent être admis, probablement, le jour de l'intervention. Ça diminue la durée de séjour sans modifier les complications. Donc c'est un élément qui est important, pas forcément facile à mettre en œuvre, mais qui s'obtient lorsqu'on est investi sur la préhabilitation. La mission J0, elle est quasiment atteinte dans les années qui vont venir pour 80% de nos patients. Ceux qui sont en ambulatoire, ça ne vous pose aucun problème. Et dans ces 80% d'ambulatoires, il y a des prothèses de hanche. Alors probablement très peu, 5%. Mais tous ceux qui font déjà de la prothèse de hanche ou de genou en ambulatoire, c'est à peu près le même chiffre pour le genou, c'est 5%. Donc il y a 95% des patients qui sont en hospitalisation conventionnelle. Et dans notre cas, c'est probablement un patient qui était habitué à venir en hospitalisation conventionnelle puisqu'il n'a pas à sortir le jour même. Mais hospitalisation conventionnelle ne veut pas dire admission la veille. Ce n'est pas un synonyme. Admission en hospitalisation conventionnelle, ça veut dire qu'on va rester la nuit qui suit. Mais pas en certains cas une deuxième nuit, si on a vraiment tout optimisé. L'admission J0, on en parle depuis plus de 20 ans. Et on n'en parle pas pour des chirurgies endoscopiques et canocardiennes, parce que c'est toujours ce qu'on me dit, c'est pour la petite chirurgie, il n'y a aucun problème de faire venir les gens. Non, non, c'est pour de la chirurgie lourde. Ça commence avec de l'aorte thoracique, de l'aorte abdominale et de la neurochirurgie. Et quand ils mettent en place dans ces études l'admission J0, non seulement ils diminuent évidemment la durée de séjour avant l'intervention d'une journée, mais en réalité, ils obtiennent des résultats qui sont supérieurs, parce que ça veut dire que ces équipes se mettent à réfléchir à ce qu'elles font, à ce qu'elles doivent faire pour optimiser le parcours, et donc vous gagnez bien plus qu'un jour. Donc vous avez une sorte de diminution de pression survolée qui est bien plus importante que cette seule nuit préopératoire. Lorsqu'on s'intéresse aux freins, ils sont énormes. Il n'y a que des freins pour développer le J0. Moi, je travaille dans un centre, on est passé en J0 systématique. Il n'y a plus d'admission la veille.
Il y a des admissions en urgence pour des sepsis, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'admission la veille. Donc on a réussi à lever les freins que j'ai regroupés en 2 catégories. Ces 2 catégories, il y a les difficultés logistiques, et ça, on a une réponse. Et il faut s'y intéresser, c'est le rapprochement géographique qui repose sur l'hospitalisation temporaire non médicalisée, les hôtels hospitaliers, pour parler rapidement. Et ça, quand on a relevé cette étude qui avait été faite sur les hébergements temporaires, 75% des répondants qui sont les collèges nationaux professionnels, les CNP de toutes les spécialités, on leur demande, vous avez des problèmes avec les lits? Ah ouais, on a des problèmes avec les lits. Bon, bah ok. Et quand vous avez des problèmes avec les lits, est-ce que ça peut poser des problèmes pour l'admission J0 des patients? Ah ouais, bah oui, ça pose des problèmes. Ouais, on n'a pas toujours les lits, on n'a pas de lits. Il y a un problème sur les lits. Bah, si vous avez un problème sur les lits, surtout, vous ne faites pas venir les patients la veille pour occuper des lits de façon indue. Et vous vous appuyez sur ce qui est autorisé maintenant depuis plusieurs années, depuis 2021, c'est un soutien financier qui a été mis en avant par l'ANAP. C'est un décret. L'établissement va payer des frais d'hôtellerie à des patients dans une limite de 80 €. Et à Marseille, il y a des solutions. Libistyle, Renaissance, je crois, en plein cœur de la ville, 69 € la semaine dernière. Bon, j'ai hésité entre l'hôtel offert par l'ASFAR. Bon, je suis allé à l'hôtel offert par l'ASFAR, évidemment. Mais très clairement, il y a des solutions et il faut s'y intéresser. On n'est pas devant. Non, il n'y a pas de solution. Il habite à 200 km, il habite à 120 km, il habite à 3 heures. On n'a pas de solution. On va venir l'hospitaliser la veille et utiliser finalement des aides-soignants, des infirmiers pour lui apporter un plateau, pour lui apporter ses médicaments. Parce que ça, on les a séquestrés comme pour tous les patients. Donc, il faut éviter ça. Et donc, l'hôtellerie, ça marche. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, 50% des CNP répondent qu'ils n'ont pas intégré cette notion d'hôtel hospitalier dans leur parcours. Et donc, à nous de nous en emparer et de les inclure dans les parcours. Le deuxième côté, c'est la contrainte médicale. Et ça s'appelle la médecine opératoire, périopératoire. Je vous rappelle qu'il y a 2 événements majeurs. Il y a la consultation d'anesthésie, qui est un des éléments centraux sur lesquels on va corriger le fer. On va gérer la gestion des médicaments, on va expliquer au patient à quel moment il doit arrêter un anticoagulant, un antiplaquettaire, un antihypertenseur. Et puis aujourd'hui, recommandation sur l'optimisation des parcours, on en a parlé, c'est un avis d'expert, la coordination des parcours. On a des personnels qui peuvent appeler les patients, coordonner les actions chez eux à la maison pour éviter de tout faire en dernière minute. Parce que je vous rappelle un dogme, tout examen fait la veille peut induire une annulation du patient. Moi, je repense à certains cardiologues qui passent dans certaines structures. La veille au soir, ils voient tous les patients. Ça n'a aucun sens. Vous découvrez une ACFA la veille, qu'est-ce que vous en faites? Ça n'a aucun sens. Ça n'apporte absolument rien en termes de sécurité. Donc il faut absolument éviter ça. Et quand on regarde la littérature qui s'intéresse au sujet, il n'y a pas plus d'annulation, il y a même moins d'annulation dans certaines séries lorsqu'on organise tout pour que le patient soit prêt à J0, plutôt que de se dire il vient la veille, on aura un filet de sécurité. Votre filet de sécurité, c'est un mauvais filet. C'est un filet qui permet d'éviter la connerie, d'aller mettre au bloc un patient qui n'a pas arrêté son anticoagulant. Mais en réalité, si vous aviez anticipé, organisé, donné des directives claires, vous n'auriez pas annulé ce patient. Et de la même façon, en orthopédie, je vous ai sorti une étude sur l'admission J0 parce qu'on pourrait se poser le problème de l'infection. La douche la veille à l'hôpital, elle est beaucoup plus propre dans une douche hospitalière. Avec une serviette, quand vous avez oublié votre serviette, vous prenez votre t-shirt et vous essuyez avec le t-shirt. C'est comme ça que ça se passe, non? Globalement, il n'y a pas de différence non plus. Donc le patient, il se douche chez lui à la maison, il vient dans votre structure, et puis les choses se passent bien. La seule limite à tout ça, c'est les patients avec troubles amnésiques, non-respect des consignes. Ça, on en a un tous les ans qui arrive, qui a bu de l'alcool avant, qui n'a rien compris. Et celui-là, on le fait venir. Soit on le met en J0 avec une opération à 16 heures, soit on le fait venir la veille, et comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus rien dans sa chambre, on ferme la porte à clé, il tambourine, il veut boire, et il ne boit pas. Et on fait simple. Donc c'est ça la médecine périopératoire, c'est s'adapter à l'exception, mais pas imposer l'exceptionnel à tout le monde. Franchement, la rentrée le dimanche à 14 h pour une prothèse le lundi à 16 h, il faut que ça s'arrête vraiment dans tous nos établissements, et je sais par expérience que ça continue. Donc j'ai envie de vous dire, l'admission J0, c'est la somme d'une réponse logistique qui repose sur les hôtels hospitaliers et de la médecine périopératoire, et ça doit être un marqueur de qualité de nos organisations. Je vous remercie. Bravo. Alors on va commencer avec les questions pour Hélène Belleuil sur l'OFA, parce qu'elle doit vraiment nous quitter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y en a pas. Moi, j'en ai une. Est-ce que la meilleure technique d'épargne morphinique, c'est pas l'ALR continu et proximal? Non, mais là, on parle de chirurgie orthopédique, donc évidemment que la meilleure OFA, c'est de faire de l'ALR, il n'y a aucune discussion.
Et je vous raconte juste une petite anecdote très rapidement. J'ai eu un contact avec une anesthésiste d'une clinique aux États-Unis qui m'a envoyé un mail pour me demander si elle pouvait faire de l'OFA, est-ce que c'était intéressant, etc. Donc je lui réponds, je lui demande d'abord, ça dépend, qu'est-ce que vous faites comme type de chirurgie, c'est quoi vos protocoles actuels. Et elle me répond qu'elle fait une clinique où ils font 100% d'orthopédie et 0 ALR. Et il se pose la question de savoir s'ils peuvent faire de l'OFA. Et en fait, c'est pas du tout la question, c'est pas du tout le sujet. Voilà, donc effectivement que sur une PTG, dans 100% des patients, ils doivent avoir une ALR, c'est évident, et que c'est le meilleur épargnant de morphinique, on est d'accord. Merci Hélène. Au moins c'est clair. D'autres questions? C'est vrai que plutôt que de faire de la dexmédetomidine, on peut faire des anesthésiques locaux, quoi. Ça marche mieux. Ouais. C'est en dessous de 13 grammes pour l'homme et la femme. Il y a des recos HAS qui sont sortis il y a 2 ans qui ont beaucoup simplifié les choses. Et c'est en dessous de 13 grammes. Et pareil pour la carence partielle, maintenant que c'est ferritine ou coefficient de saturation inférieur à 100 ou inférieur à 20%. Et ça recommande aussi la carboxymaltose ferrique à 1 gramme. Mais pour des questions de facilité d'administration, et là en fait c'est voilà, pour l'hospitalier, la question c'est est-ce que tu fais du J0 ou est-ce que tu l'hospitalises pour faire du fer, quoi. C'est ça. HDJ en anticipant, parce que si tu le fais la veille, c'est beaucoup trop tard. C'est pour ça qu'il faut voir les patients longtemps à l'avance. Moi, je suis 12 semaines à l'avance. On dit au chirurgien qui est programme à 3 mois qu'on veut les voir tout de suite. Comme ça, on anticipe tranquillement, on convoque en HDJ. C'est un séjour qui est non rentable sur le séjour, mais c'est très rentable en économie, en épargne transfusionnelle, indépendamment de l'impact sociétal, de ne pas consommer des culots inutilement, qui sont évitables. C'est clairement l'HDJ. On fait une réactualisation. Voilà. On fait une réactualisation. Nous, on a 2 principes. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais 2 principes, nous, on fait une réactualisation. Il n'y a pas de date de péremption. La discussion, c'est pas de péremption de la consultation d'anesthésie. Alors, pas de date pour un de acte péremption, prévu. pas de date de péremption, la discussion, elle va y revenir. Parce que les consultations d'anesthésie vont être poussées sur le DMP des patients. Et tu vas avoir des patients qui vont arriver avec une consultation d'anesthésie qui date d'1 an, 2 ans, et qui vont te dire, il n'y a pas de date de péremption, elle est valable. Pour un acte, Ah oui, pour un acte donné. Pour un acte donné, Donc, c'est pour parce ça que doit qu'il informer. faut que nos sociétés elles s'accordent pour qu'on ait, pour un acte donné, et qu'on ait une standardisation de ce qui va être poussé sur le DMP, pour que justement ces problèmes de péremption ou d'acte soient bien indiqués. Je ne parle pas assez fort. C'est différent de dire la consultation d'anesthésie n'est pas valable 2 ans après pour une autre chirurgie, évidemment, mais ça, on a un contact quand même avec les patients avant parce qu'on leur dit quand même de prendre rendez-vous en consultation d'anesthésie et de parler d'une date de péremption. Je pense que ce n'est pas la même chose. S'éloigne peut-être un peu du sujet. Est-ce qu'on a une question sur le sujet? Ouais. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que dans le PBM, actuellement, tu gardes une place pour éventuellement les folates? Alors, tout dépend du bilan, en fait. Tout dépend du bilan. Oui, il y a une place pour les folates, à condition qu'on ait un déficit en vitamine B12 identifié. Voilà. Mais sur le bilan, tu ne le demandes pas systématiquement? Systématiquement, pour les patients, non. Non. Voilà. Et est-ce que tu dis, bon, bien sûr, fer plus EPO sans fer, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une indication ou une place pour de l'EPO en post-opératoire avec du fer? Si le patient n'a pas eu d'EPO avant, ou n'a pas eu de fer avant, est-ce que tu refais éventuellement fer plus EPO à J1, J2, si le patient a 10 grammes d'hémoglobine? Alors, là, c'est un peu plus flou sur l'utilisation de l'EPO en post-opératoire parce qu'il va avoir plusieurs effets avec l'EPO. Il va avoir un boost plaquettaire avec un risque, de thrombus et 2, d'hypertension également. Et donc, c'est
à évaluer. Il n'y a pas de recommandation possible pour l'instant sur l'EPO post-opératoire. En revanche, les recommandations de l'ASFAR, si le patient est en soins critiques dans les suites, avec des suites compliquées et avec une anémie, là, il est clairement dit que l'utilisation du fer seul ne sert à rien et que si on veut corriger cette anémie, il faut faire fer plus EPO. Voilà, c'est dans les recommandations de l'ASFAR. En revanche, en hospitalisation conventionnelle pour une population large de patients, il n'y a pas de données. Moi, j'avais une petite question sur le parcours. Est-ce que la clinique a une perte financière sur le J0 ? Aucune, c'est neutre sur le J0 et tu gagnes sur les culots. Tu ne dépenses pas chaque culot, c'est 200 € globalement. Ça dépend des EFS, c'est facturé et c'est pas inclus dans le... L'établissement, oui, bien sûr, ils peuvent rétorquer puisqu'ils font des forfaits type hôtel qui coûtent beaucoup plus cher qu'un hôtel à 200-300 € qui ne sont pas toujours pris en charge par toutes les mutuelles. Donc oui, c'est une perte ça peut être une perte de revenus et c'est un des freins au développement du J0. Mais quand on voit la difficulté de recruter des personnels la nuit, les vacataires, le coût, au bout d'un moment, quand ils font réellement le calcul, eh bien vous vous rendez compte que vous gagnez. Mais il faut basculer très fort en J0. Ce n'est pas 2 patients en J0 et les autres arrivent la veille. Il faut fermer des unités la nuit et le week-end pour que ce soit gagnant. Et ça marche très très bien. C'est extrêmement rentable quand vous basculez en masse. Frédéric, moi, concrètement, j'ai une question sur le... Oui, il nous reste un type de patient qui nous pose souci, c'est les gestions des AVK. Sur le J0, c'est vraiment le patient pour lequel on a encore un peu du mal. Alors c'est une excellente question parce que ça m'est arrivé hier matin. On a dû décaler une dame la semaine dernière. INR fait le matin de la veille, un 75 avec valve aortique mécanique en rythme sinusal. On l'a remis sous HBPM une semaine de plus et elle est venue au bloc opératoire décalé d'une semaine avec de l'HBPM curatif jusqu'à atteindre le bon seuil. Donc il y a des adaptations possibles. Ce qu'il faut, c'est avoir un process de récupération de l'examen réalisé la veille au matin et une récupération de l'INR fait une semaine avant pour être bien sûr qu'elle soit dans le range. Il y a tout un travail en amont de coordination. C'est pour ça que je vous dis que c'est de la médecine périopératoire d'obtenir le J0 en s'appuyant sur la coordination et la consultation d'anesthésie. Et anesthésiste, on ne peut pas tout faire. Bonjour. Pour les chirurgies majeures, si vous les voyez à 3 mois avant, qu'est-ce que vous avez comme circuit pour, par exemple, je pense au DPC qui, dans les semaines qui précèdent les interventions, peuvent faire ictère, récidive, etc. Est-ce que vous avez une infirmière dédiée qui les appelle? Est-ce que vous les appelez vous avant? Vous ne pouvez pas les voir pendant 3 mois. Je ne vais pas pouvoir vous répondre sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Moi, je fais que de l'orthopédie. Ouais. Donc oui, il y a une infirmière de coordination qui vérifie la complétude du dossier une semaine avant. Après, on est très appuyé sur notre assistant d'anesthésie. L'assistant de chirurgie, chaque système doit trouver un appui logistique pour récupérer les examens, former les patients. C'est pas récupérer les examens, en fait. La problématique, c'est de ne pas voir un patient pendant 3 mois et de l'endormir le matin même. Après, sur de la chirurgie oncologique, 3 mois, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Oui, c'est ça. Sur de la prothèse, 12 semaines avant, il ne va pas se passer grand-chose. On leur donne des coordonnées pour nous informer en cas de nouvelles difficultés, d'événements médicaux. Donc il y a une information en amont et il y a un contact qui doit être fait avec l'équipe et le patient. Et je ne sais pas qui dans l'équipe. Chacun décide son organisation. Si c'est pour le PO, c'est 3 semaines. Hein. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on parle de l'admission J0, mais il y a aussi de l'ambulatoire, parce que les objectifs ATIH, c'est 80% d'ambulatoire. Donc la PTG est sortie des chirurgies innovantes dans le cadre de l'ambulatoire, ça va devenir du normal. Notre question. Axel, juste une question peut-être sur l'analgésie post-opératoire en chirurgie orthopédique. Est-ce qu'en 2025, il y a encore une place pour les cathéters périnerveux? Plus que jamais. Après, la question est de savoir ce qu'on veut pour le patient. Si on veut faire de l'épargne morphinique, que ce soit en péropératoire ou en post-opératoire, je crois qu'il n'y a pas mieux que l'anesthésie loco-régionale. Et dans les anesthésies loco-régionales, la meilleure, c'est le cathéter continu. Parce qu'une PTG, ça fait pas mal que 18 heures. Ça fait mal 4 jours, 5 jours, avec des échelles numériques qui sont supérieures à 4 sur 10 et un facteur de risque de chronicisation qui est majeur. Il y a 30% des patients qui sont opérés d'une PTG qui vont se chroniciser. Sachant que la première indication, parce qu'on aurait pu se poser la question, est-ce qu'il faut opérer ce patient? Parce qu'à 81 ans, le bénéfice fonctionnel, il est discutable. Les patients de 81 ans qui viennent pour une PTG, c'est pour soigner la douleur. Ils ont une chance sur 3 de sortir douloureux chroniques de leur PTG. Si vous augmentez ce risque en utilisant pas d'ALR, en faisant de l'infiltration, en faisant de la morphine, vous passez complètement à côté de votre objectif, qui est de restituer ce patient à son environnement habituel, avec les douleurs en moins.
Je crois que c'est bon, on a dépassé vraiment beaucoup le délai. Désolé. Merci à tous. On se retrouve à 14h15. 14h15 pour un début à 14h15. Donc commencez à monter l'escalier à 14h. Est-ce qu'il y a pour les patients à qui tu fais de l'hospice de jour pour faire du pharyngecte ou machin, un GHS? C'est quoi?